Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Federico Parra pour notre deuxième épisode sur les styles d'attachement. La semaine dernière, nous avons vu les différents styles d'attachement ainsi que leurs conséquences sur nos relations avec les autres, notamment amoureuses, mais aussi sur la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Federico a notamment partagé de nombreux outils qui t'aideront à identifier ton style d'attachement, notamment au travers de tes comportements. Et aujourd'hui, nous allons découvrir comment évoluer vers un style d'attachement plus sécure. Federico nous présentera sa méthode thérapeutique ainsi que les principaux obstacles rencontrés par ses patients. On verra aussi comment une relation avec une personne au style d'attachement sécure peut t'aider à transformer le tien. Si tu penses avoir un attachement anxieux ou évitant, que tu veux comprendre d'où il vient, comment le transformer et comment certaines relations peuvent t'y aider, alors cet épisode est fait pour toi. Attends-toi à apprendre comment changer ton style d'attachement, quelle attitude devrais-tu adopter envers ton style d'attachement, comment la méditation peut t'aider à renouer avec ton corps, pourquoi les thérapies d'attachement fonctionnent aussi bien, comment peux-tu travailler sur ton style d'attachement avec ton partenaire, quels outils permettent d'identifier ton style d'attachement et de commencer à le faire évoluer, et bien plus encore. À la fin de cet épisode, tu auras tous les outils pour t'aider à identifier ton style d'attachement et commencer à le faire évoluer vers un style d'attachement plus sécure. Tu sauras quelle attitude adopter envers ton style d'attachement et tu seras à même de le changer. J'espère que tu prendras autant de plaisir à nous écouter que nous en avons pris à le faire. Merci encore pour ta curiosité et sans plus attendre, voici Federico Parra. Ouais, super. Bonjour Federico. Bonjour Quentin, ça va? Bah super, et vous? Très bien. On se retrouve jour par jour, c'est quoi? C'est 7 jours de la dernière fois? Ouais, je crois que c'est à peu près ça, je crois que Plus ou ouais, c'était à moins. peu près ça. Ouais, bah du coup aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du coup sur les styles d'attachement. Donc la semaine dernière, tu nous avais présenté tous les différents styles d'attachement, comment est-ce qu'ils se développaient et leurs conséquences qu'ils pouvaient avoir sur à la fois notre vision du monde, notre estime de soi, notre régulation émotionnelle et nos relations, et surtout les relations amoureuses. Tu nous avais donné de nombreux exemples de comportements qui étaient propres à chaque style afin qu'on puisse nous-mêmes identifier un peu nos styles et nos patterns pour qu'on puisse à peu près savoir comment est-ce qu'on réagit dans les situations. Tu nous avais montré que le style d'attachement sécure était clairement mieux et plus optimal que tous les autres styles et qu'il était un gros facteur de protection pour des pathologies, notamment la dépression. Mais qu'heureusement, tu avais insisté tout au long de l'épisode qu'on pouvait transitionner d'un style d'attachement insécure, que ce soit désorganisé, insécure, résistant ou insécure, anxieux, vers un style d'attachement plus sécure. Et ça tombe bien, c'est justement le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. On va voir en détail comment cette transition peut être faite à la fois en thérapie ou peut-être à la maison, enfin, ou avec des outils. Mais avant de commencer, je te propose de nous faire un petit résumé des différents styles d'attachement et de leurs caractéristiques pour les auditeurs. Parce que on va encourager les gens à aller voir l'épisode précédent avant pour avoir une idée. Ok, compris. Pour une espèce de petite résumé. Mais voilà, c'est ça, un petit résumé pour que les gens, si jamais il y en a qui n'ont pas écouté l'épisode d'avant ou encore qui écoutent mais qui a un délai, ça leur revienne un petit peu en tête pour la suite de la discussion. Donc moi, j'aime bien de parler d'un continuum hein, en général, même si pédagogiquement on parle toujours des styles. Donc la différence entre l'idée d'un continuum et de l'idée des styles, ça serait quelque chose, par exemple, si on parle de sécurité, admettons que peu importe si on dit des 0 à 10 ou des 0 à 1, peu importe, mais on se dit des 0 à 10, il y a une quantité de sécurité, des 0 à 10, il y a une quantité d'anxiété, des 0 à 10, il y a une quantité d'évitement, voilà, et comme ça on trace des dimensions. Et donc, si je parle de la sécurité d'attachement, que comme tu disais, c'est ce on aimerait tous avoir, le plus possible, ça nous donne, entre autres, dans les côtés relationnels, la capacité un, vouloir avoir, et puis, quand on les a valorisées énormément, les relations d'attachement, qui au passage ne sont pas des relations, on utilise les mots de manière colloquiale pour faire référence à plein de types de relations. Hein. On peut se dire, je suis très attaché à mon chef, je sais pas, mais dans l'essence psychologique qu'on utilise, c'est un type de relation assez rare, où il y a une sorte d'interdépendance et qui va au-delà de seulement psychologique. Je me souviens d'avoir lu des études qui montraient que des couples qui sont ensemble depuis 30 ans, voilà, beaucoup des années, et qui sont avec un attachement fort, ils sont capables de se rendre compte si l'autre va tomber malade avant qu'il tombe malade, par exemple. Donc c'est vraiment des trucs qui ressemblent à une espèce de lien psychophysiologique. C'est un lien très fort. Et en tout cas, on ne fait pas ça avec tout le monde. Voilà. Donc, avoir de la sécurité, de l'attachement, comme je disais, c'est d'avoir envie, puis valoriser beaucoup quand on les a, ces genres de relations.
Voilà, s'y rapprocher et faire confiance, etc. Et entre autres, non, ça c'est les côtés relationnels. Les côtés que tu mentionnais au passage de la régulation émotionnelle, les personnes qui ont un attachement sécure, en général, il y a une grosse corrélation à une augmentation dans la capacité de régulation émotionnelle, dite simplement, suite à un coup de la vie, suite à une émotion difficile, ils vont avoir des émotions négatives comme tout le monde, mais ils vont se récupérer de ça et pouvoir les digérer beaucoup plus vite. Et puis, en général, ceci lié, il y a une corrélation très forte aussi entre la sécurité, l'attachement et l'estime de soi. Dans le passant, on a un peu parlé de ça la dernière fois avec, ça serait sympa pour ceux qui ont envie et le temps de pouvoir l'écouter, parce qu'il y avait toute une discussion sur cette capacité, pas capacité, cette sensation physique, viscérale, au moment même qu'on se lève le matin, qu'on peut avoir des, grosso modo, être heureux d'être ici, quoi. Et une espèce de sensation de qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement bon en soi. Voilà. Et les personnes qui ont un attachement sécure, en général, ils ont expliqué pourquoi la dernière fois, travers ces liens privilégiés qu'ils ont avec leurs gardiens quand ils sont petits, sont capables de beaucoup plus facilement de développer cette estime de soi qui ensuite continue tout au long de la vie avec eux. Donc, en résumé, effectivement, quand pédagogiquement on voit de manière comme si c'était une catégorie, donc un style, donc les styles sécures en général viennent avec ces trois choses, entre autres, mais une grande capacité de régulation émotionnelle, une capacité d'estime de soi assez haute et aussi une volonté de créer ce type de liens avec, pas avec tout le monde, mais avec certaines personnes, et ensuite de les garder, de les protéger quand ils les ont. Ensuite, vous avez, il n'y a pas un ordre particulier, mais si on passe aux préoccupés, anxieux préoccupé chez l'adulte, c'est quelqu'un qui aussi valorise beaucoup les liens d'attachement et qui va vouloir en avoir, mais qui a beaucoup de peur de les perdre. Et cette peur peut prendre plusieurs formes différentes, mais les grands classiques, c'est la peur de l'abandon. Donc un peu des peurs qui, encore une fois, ont des formes diverses, mais qui vont avoir un lien à une manque d'estime de soi, donc une sensation de que peut-être je ne suis pas finalement si bon, que ce soit intrinsèquement ou même au niveau pragmatique. Hein, je suis pas si grand, je suis pas si ci, je suis pas si l'autre, etc. Et donc l'autre probablement va me quitter, va m'abandonner, va m'échanger pour quelqu'un d'autre. Et donc beaucoup de peurs liées à perdre les relations quand on les a, et sinon beaucoup de préoccupations, de là les noms, des types d'attachement, des styles d'attachement préoccupés chez l'adulte. On dit parfois anxious preoccupied en anglais, anxieux préoccupé en français. C'est parce qu'il y a une préoccupation soit d'avoir ce type de relation et soit de la perdre. Voilà. Et en général corrélé à une régulation émotionnelle assez mauvaise, quoi. Et ensuite, vous avez tu as les types les styles qu'en général on appelle évitants et qui va plutôt avoir l'impression, on y reviendra, mais basé sur une sensation physique, mais l'impression qu'il n'y a pas besoin finalement de relations si proches comme ça. Il peut être très bien de relations quotidiennes, telles que collègues, amis, même des bons amis et tout, amants, mais pas plus. Dès que ça commence à devenir plus trop engagé, donc attaché, où il y a cette interdépendance, donc la peur de perdre l'autre si jamais il arrive quelque chose, et cette espèce d'union psychophysiologique que je parlais avant, il y a une peur viscérale qui revient parce qu'il a été installé dans l'enfance, et qui fait que ça produit une espèce de dégoût, de rejet, qui, comme comportement, ça va se transformer en froideur, en comportement de fuite diverses, etc. Et donc, c'est des personnes qui sont saboter les relations de couple si est-ce qu'ils arrivent à s'y mettre dans une. Déjà, ça dépend du niveau. Je parlais des continuums, donc il y a des gens qui sont un petit peu évitants, c'est pas peut-être un problème. D'autres les ont un peu plus, et donc ils ont des difficultés à rester en relation, et d'autres qui sont très fortement évitantes. Là, pour le coup, ils n'ont même pas intérêt d'avoir une relation, et eux ne veulent pas, ils se disent qu'il n'y a plus de sens de faire ça, etc. Donc, comme on a parlé la dernière fois, à peu près une quinzaine de minutes, d'un autre style qui existe plus ou moins entre 5 et 7% de la population selon les pays, qui est les styles non résolus, et qui est si tu veux, c'est une intégration des deux concepts, dans les concepts des attachements assez cœur, plus des traumatismes dans le pluriel en général, de la part de ces gardiens, ce qui fait que pas seulement les modèles qu'on a internalisés sont pas capables de nous sécuriser, de nous apaiser, etc., sinon que, au contraire, quand on les évoque à l'âge adulte, le modèle des figures d'attachement nous font peur.
Donc, c'est un peu différent. Là, on n'est pas dans un tout petit peu de préoccupation, un peu d'anxiété. On n'est pas dans un peu d'évitement. On est dans la terreur. Et ça produit généralement, pas toujours, mais généralement d'autres problématiques un peu plus difficiles. Bien que, je profite pour le dire, en réalité, tous ces styles d'attachement, ou si on reprend mon idée des dimensions, tous les différents niveaux de ces différentes variables, donc même les plus extrêmes d'évitement, même l'anxiété la plus aiguë, ils ne présentent aucun problème à être guéris du moment qu'on sait comment faire. Et on va y revenir, j'imagine, dans quelques instants. Je te propose d'enfiler ton chapeau de clinicien et de nous parler un petit peu de ton expérience clinique. Très bien. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu accompagnes un patient qui vient te voir et qui présenterait du coup un style d'attachement insécure, que ce soit non résolu, évitant ou résistant? Quelles sont les premières étapes et voilà. La première chose que j'ai envie de dire, un mode de genre d'introduction, euh, moi j'ai un peu deux casquettes cliniques. Donc une casquette de, disons, expert trauma et l'autre expert attachement. Et parfois ça m'intéresse de parler un tout petit peu des côtés trauma pour expliquer une chose qui est que si quelqu'un, admettons un patient qui revenait de la guerre, un peu traumatisé dans les années 80, une chose comme ça, un moment de l'époque de la psychologie où encore il n'y avait pas, comme il y a aujourd'hui, autant de littérature, de pratiques, des cliniques sur les traumas. Eh bien, probablement, on l'aurait envoyé voir un psychiatre ou bien un psychanalyste. Il aurait fait probablement des années de thérapie. Je pense qu'on aurait eu mal à les croire dès que ces problèmes étaient circonscrits seulement à cette explosion qu'il a vue, à ce truc-là. On aurait plutôt pensé que ça venait de l'enfance et rien. Il aurait fait un travail des années avec la personne. Je ne suis même pas sûr que les problèmes spécifiques se seraient réglés. Cette même chose arriverait aujourd'hui en 2025, même il y a 5 ans, en 2020, ça aurait été pareil. On leur aurait même proposé, même à l'hôpital public à Saint-Denis ici en France, des traitements des pointes pour les traumas qui ont été testés et qui marchent et qui ont fait leurs preuves, tels que les MDR ou autres. Et peut-être, si les problèmes étaient seulement ça, ce qui est le cas dans beaucoup de cas, euh, peut-être dans 10, 20 séances, allez, cette personne irait mieux, dormirait bien, les symptômes seraient disparus. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux époques, entre ces deux années, entre les années 80 et maintenant? Eh bien, une compréhension profonde de notre domaine, donc de la psychologie, de les phénomènes de trauma, et en quelque sorte de les tenants et les aboutissants pour les modifier, ce qui a ensuite produit une pléthora de techniques, certains plus connus que d'autres, certains avec plus de succès que d'autres, mais en tout cas, maintenant, on a des outils. Et donc, personne aujourd'hui, vous direz, ah non, vous savez, un trauma, donc vous avez passé 20 ans à traiter ça. En général, si c'est un trauma simple, je parle c'est-à-dire un trauma d'une seule fois. Bon, je raconte cette petite histoire parce que je trouve que avec l'attachement, on est un peu aujourd'hui en 2025 comme on était dans les années 90, 80 avec les traumas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en général, si vous allez consulter un psychologue avec un problème d'attachement, les psychologues tels que le psychologue des années 80 par rapport au trauma n'ont aucune idée de comment traiter ça. Il peut connaître peut-être un peu le phénomène, mais il ne connaît pas les tenants et les aboutissants de comment les modifier. Et donc, effectivement, ça donne l'idée, comme ça aurait pu donner cette idée-là pour le trauma dans les années 80, c'est que c'est un truc compliqué, parce qu'on connaît on va avoir des amis, des personnes qu'on connaît qui ont les mêmes problèmes, que s'ils fait la thérapie, qui ont fait peut-être des années, ou voire plusieurs thérapies, et qui n'ont pas changé, donc on s'est dit, bon, effectivement, c'est un problème très compliqué. Et c'est la même chose qu'on pensait pour le trauma à ce moment-là, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Je te l'ai dit. C'était genre, ah non, non, mais ça c'est très grave, si tu as une explosion comme ça, et tu as tous ces symptômes-là, tu imagines, tu ne peux pas dormir, tu as des cauchemars, tu as des reviviscences, ça va durer des années. Eh bien non, c'est pas nécessairement le cas, à condition de savoir quoi faire. Pareil pour l'attachement. Quand on connaît les tenants et les aboutissants, une fois qu'on sait ça, et je vais y revenir, c'est plus facile pour notre domaine, donc pour la psychologie, de créer des méthodes. Et donc il y a aujourd'hui quelques-uns. Moi, j'y connais un et c'est celui que je vais développer un peu. Et une fois que ces méthodes qui utilisent ces bons moyens sont sur la table, alors l'attachement tel que les traumas deviennent un sujet relativement simple à changer, je dirais. Comparativement parlant, en tout cas, à d'autres. Donc, ta question n'était pas ça. Ta question était, quelqu'un vient te voir dans une consultation, comment ça se déroule? Eh bien,
La première chose que je dirais, les choses sont un peu changées pour moi, j'imagine que c'est un peu pour tout le monde comme on a plus d'expérience. Aujourd'hui, c'est vrai que voilà, les gens souvent viennent me voir déjà alerte entre guillemets de leurs problématiques parce qu'ils ont soit vu une vidéo que j'ai fait, soit lu un livre, je sais pas quoi, et quelqu'un les a recommandé de venir me voir pour ça. Donc déjà, il y a tout un aspect, si tu veux, diagnostic, recherche des sujets, etc. Que de toute façon, il faut revoir toujours la copie parce que parfois la personne peut dire ça et c'est pas vrai, ou ils ont confus, ou ils ont mal lu, etc. Mais disons que c'est un peu plus rapide que ça leur était il y a quelques années pour moi, où la plupart de mes patients venaient pour tout type de sujets divers et variés, et donc c'était vraiment à moi de trouver parmi ces quantités de patients les uns ou les autres qui pouvaient avoir un souci d'attachement pour ensuite proposer la pratique que je vais te dire. Aujourd'hui, c'est pas ma réalité. Ma réalité, c'est que c'est plutôt l'inverse. C'est des gens qui viennent me dire, j'ai un problème d'attachement, je l'ai déjà traité avec trois thérapeutes, ça va marcher, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Grosso modo, c'est ça. Et donc, ça nous met directement face au problème. On est au moitié de la première séance, on est déjà en train de parler de qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Donc, c'est pas tout le monde, hein, mais j'ai donné un peu de généralité, mais c'est un peu comme ça que ça se passe parfois. Donc, pareillement, au côté optimiste de la chose, c'est que ce protocole duquel je vais parler aujourd'hui, qui s'appelle le protocole de la figure parentale idéale, Ideal Parent Figure Method en anglais, IPF, c'est les lettres toujours en anglais de la méthode. C'est une méthode que, si bien on peut les modifier légèrement, effectivement, pour l'optimiser, si on veut, pour les différents styles d'attachement et pour les différentes personnes qu'on en face, la, la globalité de la méthode que je vais te décrire tout à l'heure, elle est plus ou moins la même pour n'importe quel type d'attachement, grosso modo. C'est qui permet de assez rapidement se retrouver les mains dans la pâte en train de se dire écoutez, les patients, écoutez, j'ai un truc à vous proposer, on explique un tout petit peu la déroulée, qu'est-ce qui va se passer, et si la personne est d'accord, évidemment, on peut tenter une petite démo, une version courte pour voir si effectivement ils se sont à l'aise, si c'est un truc qui pourrait les intéresser. Et comme ça prend, immédiatement après, on continue avec cette méthode et le résultat généralement apparaît assez rapidement. Donc, j'imagine que tu voudrais savoir un petit peu de quoi il s'agit. On peut partir dedans et nous décrire la méthode. Très bien. Donc, la base je disais avant, j'ai revu dans mon analogie des traumas et de l'attachement, je disais que les problèmes des traumas, la raison pour laquelle on ne savait pas comment les soigner, c'était que justement, on ne connaissait pas les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire, on ne savait pas pourquoi des symptômes si violents pouvaient être générés à partir d'un seul événement sur une personne qui autrement marchait très bien. Et donc, il y avait une suspicion qu'effectivement, la personne ne marchait pas très bien, qu'il y avait d'autres choses. Tandis qu'aujourd'hui, on sait que ça peut suffire. Et il peut y avoir une personne qui marche parfaitement bien, et si un trauma est vraiment fort, il peut déclencher des symptômes très très forts. Bon, d'un niveau de l'attachement, il suffit de connaître qu'est-ce qui génère cet attachement anxieux, comme on a parlé tout à l'heure, évitant, etc., pour avoir déjà des intuitions, si ce n'est pas une méthode, mais au moins une intuition ou des intuitions de comment on pourrait les guérir. Donc, je vais dire du mot par rapport à ça, que j'avais déjà un peu dit la dernière fois. L'attachement, à la base, c'est des sensations physiques répétées suite à des comportements diédiques ou parfois des 2 ou 3 personnes, c'est-à-dire les enfants avec une ou deux, ou parfois plusieurs figures d'attachement, mais en général c'est une ou deux. Et la résultante de ces interactions qui va générer des sensations physiques, et ces sensations physiques, quand elles se répètent, s'enregistrent dans la mémoire procédurale. À la base, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une cluster de sensations liées à quoi? Liées à l'idée de commencer ou établir ces genres de liens avec quelqu'un. Et donc, on a la possibilité d'établir ces genres de liens avec quelqu'un qui se présente à nous. Quand quelqu'un, concrètement, par exemple, dans un processus de dating, les trucs semblent se stabiliser, devenir sérieux, ou il y a cette possibilité-là. Ces sensations physiques qui ont été de façon un peu pattern, c'est-à-dire répétées pendant l'enfance, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voulait, par exemple, être pris dans les bras, on se sentait plutôt abandonné, seul, etc. Donc, toutes ces sensations résultantes vont revenir à la surface très rapidement parce que, je l'avais dit un peu dans notre dernier épisode, les sensations physiques traversent notre esprit beaucoup plus rapidement que d'autres éléments tels que la pensée. La preuve, mettez la main ou touchez quelque chose qui est très chaud, la main va lâcher la chose avant même que vous vous rendez compte que ça vient de se passer. Donc la pensée, je viens de toucher une tasse qui était trop chaude, ça prend trop de temps.
la sensation des choses et la réponse à ça sont passées peut-être des millisecondes avant. Et on pourrait se dire, bon, c'est une milliseconde, on s'en fout, ça change tout. Parce que ça veut dire que comme on est toujours à la ramasse avec la pensée, on a toujours l'illusion de que la pensée est en train de nous faire faire la chose qu'on est en train de faire, qu'en réalité, on est en train de le faire pour la sensation qui venait juste avant. Quand j'ai parlé des ténors et des aboutissants, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire que l'attachement, à la base, c'est des réponses qu'on va avoir, des réponses comportementales, des réponses des pensées, des schémas, de tout ce que tu veux, mais monter sur, comme réaction à des sensations physiques qui remontent d'en bas c'est une manière de dire, mais c'est pour dire du corps, donc viscéralement, qui ont été gardées par répétition dans la mémoire procédurale. Une fois qu'on sait ça, c'est assez rapidement, je pense, qu'on commence à avoir des intuitions de ah, ça c'est ça. Ah, ok, je peux pas que cette idée, c'est comment les changer. C'est-à-dire qu'il faudrait faire que cette personne qui a pendant une quantité d'années, pas énorme, hein, parce qu'on parle d'entre 6 mois et 18 mois, c'est l'essence de l'attachement. Après, évidemment, ça continue à changer tout au long de la vie. Mais si dans ces périodes, entre 6 mois et 18 mois, les cœurs de ça est enregistré, bon, on peut se dire qu'en question des mois, une répétition des sensations physiques négatives qui se sont enregistrées, il faudrait pouvoir faire l'inverse. Il faudrait trouver une moyenne, pas y arriver à laquelle, mais il peut y avoir plusieurs, hein, mais il faudrait trouver un moyen d'enregistrer dans la mémoire procédurale, par répétition, des sensations différentes que cela, en l'occurrence positives, par rapport à l'idée d'être attaché à quelqu'un. Et dans la mesure dont on arriverait à faire ça, a priori, ça pourrait marcher. Voilà, c'est ça. J'essaie de te donner à toi et à l'audience aussi de suivre un peu ce que j'imagine Dan Brown, qui était mon mentor, a dû penser. Parce qu'ensuite, effectivement, la question des comment se pose, et on y arrive, mais je l'enlève un peu d'importance, parce que ce qu'il a fait, c'est hyper malin et super bien réfléchi. En plus, c'est développé pendant 26 ans, un truc comme ça, donc c'est une procédure très, très mise à point. Mais je n'ai, dans aucun moment, même j'ai fait ça depuis 10 ans, et dans aucun moment, je me dis, il n'y a pas une autre moyen de le faire. Tout le contraire. Je me dis peut-être d'ici 15 ans, les gens vont le faire avec l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle ou d'autres moyens. Voilà, moi je connais celui-là que je vais décrire tout à l'heure. Mais ce qui est essentiel, et que là pour le coup je crois qu'il y a une espèce de, je sais pas si dire vérité c'est trop grand comme mot, mais une observation voilà intéressante et que je pense qu'elle va être un peu pérenne dans le temps, c'est cette observation de que ah ça vient d'en bas, c'est bottom up l'attachement. C'est pas un truc genre qui existe dans la psychologie, des genres j'ai une pattern des pensées un peu tordues ou un peu comment dire qui colle pas avec la réalité, qui va produire ensuite des sensations physiques. Ça existe, c'est top down, non? Top down pour ceux qui ne connaissent pas d'anglais, des hauts vers le bas. C'est pas ça. L'attachement, c'est exactement l'inverse. C'est pour ça qu'il est si insidieux, parce qu'il est trop rapide. La personne qui est anxieuse va j'avais donné l'exemple la dernière fois, va dans un date, il a lu avant d'aller dans les dates 144 livres d'attachement, il sait, ou elle sait, ce qu'il faut faire, ne pas faire, gna 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 gna, mais tout d'un coup, l'autre personne l'esquive une question ou se montre un peu distant, un peu froide, etc. Et comme par hasard, avant même de réaliser, il y a une sensation physique d'attirance plus forte qu'elle avait quelques instants avant même qu'elle puisse penser ah mais punaise ce truc ça ressemble à l'exemple que mon psy m'avait parlé, c'est trop fort, ça va trop vite, voilà. Donc pour modifier ce type de comportement, il nous faut modifier ces sensations qui remontent d'en bas. C'est vraiment l'idée que c'est quelque chose qui est ancré tellement profondément, qui est vraiment un automatisme et qui est totalement inconscient. Et que la pensée qu'on va avoir de ah mais tout d'un coup je l'aime plus, on va l'associer à autre chose après consciemment ou voilà, alors que la vraie raison nous reste inconnue tout du long et que c'est vraiment quelque chose que peu importe à quel point on se renseigne dessus, si on va pas changer du coup ce souvenir procédural, si on va pas changer ce mécanisme automatique, bah c'est pas grave, on est perdant d'un coup, on va juste essayer de trouver après d'autres raisons plus tard pour justifier, mais le mal est déjà fait. D'autant plus que ce n'est pas comme s'il y a une sensation dans un moment T et ensuite il y a tout le comportement. Les sensations telles que la pensée, telles que les comportements, etc., continuent dans le temps. C'est-à-dire que au moment qu'on a eu la pensée, ah punaise, je ne devrais pas ressentir ça, on a déjà une autre sensation. Donc, on est à la ramasse absolument tout le temps. Jusqu'à, on peut entendre
des patients, etc., nous dire peut-être un an après, des mois après, quand ils arrivent à sortir de ces systèmes, ils arrivent à quitter, ou s'ils font quitter, je sais pas quoi, c'est à peu près le récit de quelqu'un qui n'avait pas la main sur ce qui s'est passé en quelque sorte. Et en partie, c'est vrai, objectivement vrai, parce que dans une relation, on a au maximum 50% de contrôle, donc effectivement, on n'a pas la main sur tout ce qui se passe, mais c'est pas seulement ça. Ils disent comme si ils n'auraient même pas le contrôle de les 50% à eux. Vous voyez, c'est comme si vraiment on est amené à quelque chose. Et donc ici, justement, bon, je vais revenir en 2 minutes quand je parle de la méthode, mais c'est de se réapproprier de ces sensations, tout le contraire de les combattre, des choses comme ça, mais vraiment, c'est les approprier comme qui disent, ça c'est moi, même si c'est une exagération, parce qu'on n'est pas que ces sensations, mais c'est une espèce de manière de l'affirmer qui va un peu contrer l'inverse, qui serait, bon, tous ces trucs qui m'arrivent, et qui remontent, c'est des trucs un peu préhistoriques, mais moi je suis plus que ça, c'est moi qui décide. Good luck with that. Parce que c'est très fort et il y a le contrôle des corps, parfois de nos cauchemars, de nos rêves, et c'est très fort. Donc, je reviens. Imaginons qu'on a un consensus, je ne sais pas si on l'a, mais imaginons qu'on arrive à un consensus, plus ou moins, moi, toi, l'audience, que, ok, il y a des sensations physiques qui arrivent, qui vont en quelque sorte déclencher des mouvements comportementaux, des pensées, des schémas, même des théories naïves parfois, théorie du monde, je veux dire. Par exemple, quelqu'un qui Oui, serait oui. hyper évitant, qui est arrivé à un moment, bah, c'est associé à peut-être une subculture qu'il a trouvé sur le net ou quoi, qui disent que en fait l'attachement c'est un truc à la con qu'il faut pas faire et qu'en réalité les humains n'ont pas besoin de ça. Par exemple, et qui a priori chacun pense comme il veut, et on s'en fout. Mais c'est pas la pensée en soi, c'est pas le problème. Le problème c'est la liberté. C'est-à-dire, est-ce qu'on est arrivé à ça librement par un enjeu de pensée? À ce moment-là, il n'y a aucun problème, c'est légitime. Où est-ce qu'on est arrivé là? Parce que notre corps, encore une fois, avec des sensations hyper fortes qu'on ne domine pas et qui poussent toujours avant nous, nous ont donné que ces choses-là. À ce moment-là, c'est pas choisi un homme libre ou une femme libre, c'est choisi presque comme un robot. Voilà. Donc, je reviens. Si on a ces consensus-là, imaginons qu'on l'a, en tout cas on fait l'hypothèse, comment on change ces sensations? Donc, Dr. Brown, mon mentor principal, il a eu une idée qu'il y a ça vient d'autres endroits, je peux parler de l'histoire après, mais grosso modo l'idée est relativement simple, je trouve qu'elle est même, comment dire, elle est élégante comme idée. C'est on peut utiliser l'imagination pour créer des situations dans la tête, donc imaginer des situations d'attachement positives qui vont déclencher à la suite des sensations physiques positives liées à l'attachement. Et si on répète cet exercice dans le temps, on va avoir les mêmes effets que les parents ont dans l'enfance, c'est-à-dire de marteler ça, de s'habituer physiquement à ça, et ensuite que ça commence à avoir sa propre vie, autre manière de dire la même chose, qu'on s'habitue, autre manière de dire la même chose, c'est-à-dire que ça devienne ordinaire. C'est-à-dire que ça, au début, en faisant la pratique, que je vais expliquer un petit peu plus tout à l'heure, on va sentir des choses, on va dire, waouh, j'ai jamais ressenti ça et tout ça, c'est très joli, mais c'est pas ça les buts. Les buts, c'est justement qu'après, d'un certain temps, on se dit, ah, en effet, c'est très courant ça, c'est très normal, je le sens tout le temps. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et c'est là qu'on veut y être. Parce que pour une personne sécure, se sentir sécure, ce n'est pas extraordinaire. C'est normal. Ils sont comme ça tous les jours. Voilà. Et donc, j'explique rapidement une chose qui est très importante pour moi, qui est parfois, très rarement, mais ça arrive de temps en temps, quelqu'un qui entendre parler de visualiser. Visualiser, ça veut dire imaginer. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement fermer les yeux et on va guider la personne. Admettons qu'on dirait, imaginez-vous que vous êtes ici, que vous êtes là, que vous faites ci, que vous faites ça. Et donc la personne avec les yeux fermés suit plus ou moins ces instructions et va voir dans sa tête ce type de choses. Et donc souvent, quand on explique ça, une pas souvent, mais de temps en temps, quelqu'un va nous dire, ah mais c'est pour changer les mémoires. Et donc moi, immédiatement, red light, c'est red flag, c'est non, 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 du tout. Même s'il y aurait une manière de changer les mémoires, moi, je n'utiliserai jamais de ma vie parce que je ne suis pas sûr que moi ou toi ou quelqu'un qui nous écoute serait lui ou moi ou toi si on nous efface les mémoires. Je touche pas à ça, c'est rien à voir. D'ailleurs, c'est pas possible. Non, non, rien du tout. C'est simplement une bonne analogie, c'est quand on va au théâtre. Et donc, quand tu vas au théâtre, si c'est une bonne pièce, évidemment, admettons l'acteur, les personnages reviennent de la guerre, ils retrouvent sa femme et ses enfants, et donc nous, audience, peut-être en regardant ça, on commence à peut-être avoir quelques larmes, on sort du théâtre, on se sent transformé.
tout en réalité, on sait que c'est des acteurs payés, que c'est pas sa famille, lui il n'est pas été à la guerre. En fait, 2 minutes après, nous allons se charger, il va voilà. C'est-à-dire qu'on choisit d'y croire et aucun moment de l'expérience on perd vraiment la conscience de que c'est faux. Et néanmoins, ça ne nous empêche en rien de sentir des choses très profondes, voire même de transformer notre vie. C'est pareil par rapport à les films, c'est pareil par rapport à les cauchemars d'ailleurs. Quand vous avez un cauchemar, c'est un exemple le plus moins heureux, donc je les donne de moins en moins maintenant, mais quand on a un cauchemar très fort où on perd quelqu'un qu'on aime, on se réveille, on regarde à côté et cette personne est là, elle va très bien. Euh, Immédiatement, on prend conscience que c'était un rêve, que c'est pas vrai, mais les corps physiques, ils continuent à ressentir des choses pendant des minutes, voire des heures. Parce que on parle de différents niveaux de la conscience. Tu veux, certains qui sont un peu plus, j'ai envie de dire, basiques ou préhistoriques, je sais pas comment les appeler, aucune de ces deux mots c'est exact, mais qui n'ont pas vraiment un moyen de faire une distance trop claire entre qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est imaginé, qu'est-ce qui est théâtral, qu'est-ce qui est film, etc. Et une autre partie de nous, probablement plus liée au néocortex, etc., où on va immédiatement, par des différences des couleurs, des vitesses, de je sais pas quoi, on va se dire, ah ça, ok, ça c'est un rêve, et ça c'est la réalité. Bon, voilà. Donc, toute cette longue explication, je l'espère pas trop nécessaire, c'est pour rassurer les gens que ici on touche à rien du passé. C'est pas, d'ailleurs, les passés presque, il n'est même pas invité dans ces protocoles. On utilise l'imagination pour créer quelque chose de nouveau en partant des cerveaux presque, où le thérapeute va faire pas mal des efforts justement pour s'assurer que ce soit le cas. Donc, par exemple, si des patients diraient ah oui, je m'imagine très bien, je suis dans la maison des campagnes puis on allait dans les vacances, le thérapeute va dire une chose comme ah c'est très bien ça, c'est super sympa et peut-être on peut s'inspirer de ça, mais on va créer une nouvelle maison quelque part d'autre, voilà, parce qu'on veut s'assurer que c'est un processus qui utilise l'imagination. Brown, mon mentor, il disait l'imagination crée des possibilités. On peut, contrairement à ce que parfois on ne sait pas. Donc, pour les personnes qui travaillent dans des métiers créatifs, ils savent ce que je veux dire, mais pour ceux qui ne les font pas, peut-être on peut se dire, mais comment je vais imaginer des choses que je n'ai pas vécues? Bah, à ce moment-là, toute l'audience là qui nous écoute peut fermer les yeux et imaginer qu'ils sont en train de marcher sur la Lune et de sauter haute de 5 mètres et un peu le vertige dès qu'on ils vont tomber. Et on peut tous faire ça et que je sache, aucune de nous est allé sur la Lune, donc il n'y a aucune différence. On peut tous tout imaginer, c'est justement la capacité de l'imagination, c'est cette plasticité un peu infinie. Voilà. Je m'arrête un peu là, pas parce que j'ai fini, mais parce que sinon je suis capable de parler trop. Donc, est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à les deux, trois trucs que j'ai dit? Justement, ouais, ce qui est génial, c'est que j'aimerais revenir juste sur un point, que tu dises que justement, quand tu invites les patients au départ, que tu leur fais faire la méthode, donc ils vont s'imaginer cette situation, ils vont la vivre comme extraordinaire, comme quelque chose que vraiment ils n'arrivent pas à concevoir. Et pourtant, c'est quelque chose que, pour montrer la différence entre un attachement sécure et insécure, c'est quelque chose qui, pour un attachement sécure, est totalement normal et qui est associé à un énorme bien-être chez quelqu'un qui l'a pas. Mhm. Donc, c'est vraiment, je voulais juste Ah souligner oui, vraiment oui, cette oui, non, non, non. différence fondamentale Oui. dans laquelle on se rend pas compte d'à quel point, en fait, les gens qui ont un attachement insécure, ça peut manquer vraiment une pièce de bien-être immense qu'on n'a aucune idée et que, premièrement, rencontré, on se dit, mais c'est pas possible. Cette chose n'existe pas. C'est une expérience qui a toute autre chose. J'irai même plus loin parce que je pense que je vais pas aller trop dedans parce que sinon on aurait un troisième chapitre. Mais il m'est arrivé à plusieurs reprises de réfléchir tu sais, cette idée moi je suis pas économiste, mais quand les économistes parlent des inégalités, c'est des choses en général en lien à économique. Si on a des capacités financières plus qu'autres, etc. Et il m'est arrivé de penser, bon, étant donné, imaginons que ces phénomènes est réel et qui affectent énormément les gens, eh bien de me dire, alors ces phénomènes que nous on est en train de faire aujourd'hui, cette inégalité d'accès à l'attachement sécure, si tu veux le dire comme ça, voilà, ça sort comme ça, à mon avis, peut produire autant ou même plus de différences entre les groupes. Parce que, imagine, même, admettons, passer un examen, quoi. Au-delà des choses très concrètes, comme si tu étudiais ton QI, etc., tu peux avoir un super QI, étudier tout ce que tu veux. Si à le moment de passer l'examen, tu sens que tu n'es pas bon, et en plus tu commences à douter, et en plus tu as l'anxiété, et tu sais pas la réguler, tu es un peu foutu, quoi. Ou, je sais pas si foutu, mais tu tombes 10 postes dans ta capacité, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, Et une autre totalement. personne qui peut-être a étudié un peu, pas énormément, et que d'ailleurs, peut-être on n'est pas les plus intelligents du monde,
mais il se sent très bien avec soi-même. Et que les jours de l'examen, c'est comme n'importe quel autre jour, peut-être un tout petit peu plus de stress, mais vraiment très possible de manager. Et en plus, avec une grande capacité de manager ça. Donc, ça commence peut-être avec un pic de stress, mais 2 minutes après, c'est baisé, la personne est très bien. Et peut-être on va avoir même une meilleure note. Est-ce que c'est, et là, je te donne un examen, c'est un exemple un peu stupide, mais imagine la quantité d'autres choses. La capacité d'écrire une relation, la capacité d'en sortir d'une si elle n'est pas safe, etc., etc. Donc, effectivement, il y a une sorte de, un peu comme tu le dis, je reflète ce que tu dis d'une autre manière, qui est penser que certains puissent se promener par la vie avec cet équipage et ces outils qui ont hérité un petit peu dans ce travail diadique avec les figures d'attachement, etc., et que d'autres puissent être démonis, c'est vrai que ça fait un peu vertige. On parlait la semaine dernière de cette idée que se lever le matin, et tu refaisais rappel à ça tout à l'heure, le, le bénéfice de pouvoir se lever le matin et de se dire que j'avais fait l'analogie avec la boîte à cookies, et se dire que sa boîte à cookies n'est pas vide, qu'elle est déjà remplie et qu'on n'a pas vraiment besoin de faire plus de choses pour mériter de vivre, c'est une paix d'esprit, c'est quelque chose, on part fondamentalement sur la même journée, il y en a un qui part en, comment on dit déjà, pas en dette, il a une dette à payer. Et s'il fait tout parfaitement, il va peut-être réussir à juste atteindre le plateau minimum, il a fait juste le minimum pour s'autoriser à vivre. Et il est tout le temps dans une dette, alors que quelqu'un d'autre va juste partir d'une place de c'est suffisant et va pouvoir faire tout autant les mêmes choses, mais en plus d'avoir accompli les mêmes choses, va pouvoir en tirer beaucoup plus de bien-être. Ouais. Ce sera deux perspectives totalement différentes sur le monde. Donc encore, si tu veux, admettons que la dernière fois, c'était un peu les principes psychologiques cliniques de l'attachement, et celui-là aujourd'hui, c'est les principes thérapeutiques cliniques de l'attachement. Ça mérite, je dis pas de le faire, hein, mais je veux dire qu'il y a une discussion à avoir sur l'aspect social. C'est-à-dire, parce que là, aujourd'hui, c'est qu'on parle c'est comment, c'est la question d'ailleurs, si un patient, donc un individu, qui se rend compte par une raison ou une autre qu'il y a un souci d'attachement anxieux, évitant, you name it, et il décide de prendre ça en main et décide de faire une thérapie, comment ça va se passer? C'est un peu ça qu'on explique dans ce chapitre. Mais il est intéressant, et je te cache pas que de temps en temps je réfléchis, moi c'est pas mon domaine parce que je suis pas sociologue, mais de me dire, ce serait bien qu'il y a en quelque sorte des programmes un peu plus larges, tu sais, pas seulement genre si l'individu a eu la chance d'entendre les podcasts, alors, mais ça c'est très bien déjà, évidemment c'est un gros travail, mais aussi que ceux qui n'ont aucune idée, qui d'ailleurs n'ont pas besoin de l'avoir, mais qui puissent être d'une manière ou d'une autre orientés vers un travail. Bon, on verra si un jour ça existe, parce que c'est le cas, on travaille sur ça, je n'ai aucune idée, mais c'est vrai que ça serait bien que de la même manière, tu sais que pour clôturer un peu cette idée, il y a des essais, je ne sais pas s'ils sont successful ou non, mais réussis ou non, pour essayer de réguler les inégalités, tout ça, au niveau économique. Peut-être ce serait pas mal de réfléchir à ça, à ce niveau-là qu'on parle. C'est-à-dire que donner en quelque sorte à ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir ça à l'enfance, la capacité de le recevoir un peu plus tard, parce que c'est quelque chose qui peut nous servir toute la vie, quoi. Hein. Totalement. Mais bon, je reviens un peu donc à notre sujet individuel qui vient nous voir et que donc on a proposé cette visualisation et qui nous regarde et nous disent ok, j'ai compris, tu vas pas m'échanger les souvenirs, je suis rassuré, tu vas vouloir tout simplement me faire sentir des choses auxquelles à fur et à mesure je vais m'habituer et vont devenir de plus en plus courants, donc moins étonnants, voilà, et peut-être pas forcément pas moins positive, mais simplement moins hors de ma réalité, quoi. Plus, voilà, plus de tous les jours. Et, par contre, spécifiquement, qu'est-ce que tu vas me faire imaginer? Et donc voilà, là, pour répondre à ça, c'est relativement simple aussi, hein. La visualisation est, on va orienter la personne à se visualiser comme un enfant. Donc, en général, on va dire moins des 3 ans sans être trop spécifique est, bon, j'ai réfléchi à quoi dire et quoi ne pas dire dans un podcast général pour pas trop montrer les revers du décor, mais bon, je pense que je peux dire que c'est un peu malin de dire moi 3 ans parce que c'est que la mémoire biographique commence à 3 ans. Donc si on dirait par exemple 5 ans, 7 ans, immédiatement la personne aurait des souvenirs parce qu'en général, pas tout le monde, mais en général on a quelques souvenirs. Si j'ai dit moins de 3 ans, il n'y a rien. Donc ça active immédiatement plus des wordings qu'on utilise, la manière de tourner les phrases
on oriente vraiment la personne et on martèle beaucoup ça, à vraiment créer quelque chose de nouveau. Genre, ni vous ni moi, on va utiliser des langages genre, ni vous ni moi, on se souvient de cette époque-là. Donc, passons de ça comme un jeu. Imaginons comment ça pourrait être d'être si petit. Imaginons comment ça pourrait être d'être proche du sol, d'avoir tout autour de nous qui est énorme, de ne pas avoir beaucoup de force physique et dépendre des autres pour presque tout, etc., etc. Et après, c'est un travail collaboratif. Donc, effectivement, la personne ajoute des choses. Et tant que ça soit pas négatif, on prend tout. Parce que ce qui compte, c'est que la personne puisse, mais qu'on puisse, si on est en train de faire l'exercice nous-mêmes, euh, c'est lâcher un peu à cette expérience d'être évidemment plus vulnérable, qui permettent ensuite que ça soit plus simple de lâcher prise et de laisser que quelqu'un prend soin de nous. Parce que vous savez, quand on a été pendant longtemps, hein, parfois les Américains, ils inventent des mots pour tout, donc ils disent adulting, c'est-à-dire en étant adulte pendant longtemps. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de adulting, c'est-à-dire on était adulte pendant longtemps. On a un peu oublié peut-être cette sensation de vulnérabilité et d'effectivement n'avoir pas recours à plan B, genre ok, je prends ma main, j'ai fait moi-même. Quand vous êtes tout petit, il n'y a pas ok, je prends moi-même. Soit on vient vous aider, soit on vient vous aider, soit on vient vous aider. Parce que sinon, ça va rien se passer et vous allez rien pouvoir faire d'autre et vous allez rester dans cet état presque à vide éternel. Donc là, l'idée c'est donc revenir à cette expérience, ou revenir au créer plutôt cette expérience d'être enfant, et puis imaginer face à soi de nouveaux parents. Et là, c'est très important, pardon, les mots nouveaux, donc de nouveaux parents qui vont incarner petit à petit à travers des scènes qu'on va jouer ensemble, que les thérapeutes vont essayer d'aider la personne à imaginer, 4 scènes. Ils vont se jouer des situations et dans lesquelles ces parents vont pouvoir primer ces qualités, les montrer en action. Pour donner un exemple, je ne vais pas mentionner tout, en tout cas pas tout en détail, mais une scène où l'enfant, la personne qui s'imagine enfant, s'imagine avec une émotion négative quelconque, que ce soit anxieux, triste, frustré, jaloux, n'importe. Et la qualité des parents, il y a trois, une de suite à l'autre. La première, c'est qu'ils sont capables d'être accordés, donc c'est-à-dire qu'ils se rendent compte, ils ont une sensibilité à les changements émotionnels, surtout négatifs de son enfant. Donc quand l'enfant il va mal, même s'il ne peut pas les dire, les parents n'ont pas besoin qu'ils les disent parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une tension, un truc. Voilà. Deuxièmement, ces parents se font de la place, même s'ils ont d'autres choses à faire, ils vont prioriser cette souci, cette signal d'alarme. Et puis, troisièmement, ses parents savent faire, parce qu'on pourrait faire en compte venir vers l'enfant et avoir aucune idée de ce que je fais avec ça. Et c'est pas le cas, ces nouveaux parents que l'imagine sont capables d'avoir les bons gestes pour augmenter la régulation émotionnelle et pour nous apaiser, tout simplement. Et aussi, ils ont, bon, il y a on appelle ça, des qualités un peu dynamiques, c'est-à-dire qu'admettons qu'un patient dirait, ah oui, non, mais moi, je n'ai pas envie, par exemple, qu'il me touche. Ok, ces nouveaux parents sont très à l'écoute de ça et donc ils prennent un peu de distance. Ou je me sens trop enfermé, il y a un d'eux qui ouvre la fenêtre, ou etc., etc. Donc il y a une sorte de plasticité et que c'est aussi partie de l'accordage. En réalité, ce n'est pas une autre qualité, c'est partie de la même qualité. Donc grosso modo, l'idée, c'est que vous êtes là d'une certaine manière très proche du patient, même si peut-être en distance ce n'est pas le cas. Moi, je fais de la thérapie en ligne et parfois même patient c'est à 5000 km de distance et dans une time zone inversée, quoi. Mais peu importe, les esprits sont très proches l'un de l'autre parce que vous êtes en train de suivre de très près, surtout au début, pardon, les processus, parce que l'imagination, c'est un processus créatif en temps réel et il se peut qu'il fait des petits détours. Donc, par exemple, ah oui, non, là, mes parents sont fatigués de moi parce que moi, je me calme pas, ils partent. Et non, ils vont pas partir, en fait. Peut-être qu'ils sont partis chercher un verre d'eau, mais ils reviennent avec cette verre d'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Et, etc. Donc, vous êtes aussi en train de, en quelque sorte, aider à corriger les aspects dont vous allez voir l'imagination partir, entre guillemets, en cacahuète. Et en renforçant cela, vous arrivez à produire ces espèces de... C'est un peu comme, ça me vient à l'esprit, je n'avais jamais dit comme ça, mais un peu comme des postures de yoga. Vous savez, comme il y a des différentes postures de yoga, etc. Une fois qu'on arrive à la plus ou moins à la faire, la posture, donc il y a ses parents qui prennent dans les bras, qui rassurent, etc. Il y a toute une série d'émotions et des sensations physiques très viscérales qui se déclenchent.
Et évidemment, différentes pour chacun. Donc, certains vont dire, ah, là, je sens une chaleur très fort, là, je sens... Et là, il y a une instruction qu'on va marteler, qui est d'essayer de garder ça, garder une trace de ça, essayer de vous souvenir de ça, plus que les images. Les images, in fine, on s'en fout. C'est très joli, hein, mais plus tard ou plus tôt, ils vont disparaître. C'est rare de se souvenir de quelque chose 10 ans après, mais les sensations physiques, vous allez voir, si on les répète à un moment donné, elles vont rester, elles vont même venir toutes seules et de manière un peu spontanée, sans être en train de faire cette pratique. Bon, bref. Donc là, je vous montre un tout petit peu comment ça marche, mais grosso modo, donc, on va passer ces scènes, les toutes deux à plus ou moins 15 minutes, et chacune va faire à cette personne, si tout va bien, ressentir des choses que peut-être ils n'ont jamais ressenties ou pas suffisamment. Et comme je disais au début, c'est waouh, c'est moins. Et après, un peu moins. Et c'est paradoxalement, comme c'est un peu moins spectaculaire, le thérapeute aussi, ah là, ça commence à devenir quelque chose qu'on s'attend. Voilà. Je m'arrête là. Si tu as des questions ou d'autres. Je voulais savoir, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret d'une transformation que tu as vue avec un de tes patients, bon, en préservant l'anonymat bien sûr, mais est-ce que tu pourrais nous montrer peut-être le genre d'imagination, comment ça se passe un peu concrètement, et quels sont les changements que tu peux observer? Il y a un cas très joli qui est, je doutais quand tu m'avais demandé parce qu'il est très bien documenté et il apparaît à la fois dans mon mémoire de master 1 anonymement et évidemment plus d'une façon quantitative et puis dans la mémoire de master 2 d'une manière plus qualitative. Donc voilà, il est un peu exploré. Et donc, je prends un risque en les décrivant parce que moi, je n'ai pas lu aucune des deux documents depuis un moment et les cas, c'est 10 ans. Il se peut qu'après, quand les gens vont lire, on se dit, ah, mais là, il a déformé ça à la fin, ce qui est tout à fait possible. Voilà. Mais donc, chacun fera son travail. Mais en tout cas, je parle de ce que je m'en souviens. Donc, on va se dire, c'est une personne ce qui compte, c'est que c'est une fille jeune qui, on va se dire que elle a des soucis de choisir des compagnons qui la brutalisent, quoi, qui sont violents. Voilà. Et d'être le revers de la pièce, c'est que elle est aussi évidemment attirée vers ces types de personnes. Bien que elle est très fatiguée de vivre ça et tout, mais on va se dire physiquement, quand elle est à nouveau célibataire, comme par hasard, au point de, je prends mes souvenirs que, je dis rigolo, évidemment c'est pas du tout rigolo, mais c'était intéressant en tout cas en tant que psy, dès qu'elle avait arrivé à développer des théories naïves, des genres les stats sur les hommes sont fausses et en réalité tous les hommes sont violents parce que sinon ça serait pas possible que je me trouve avec. Donc en fait ça veut dire tout simplement qu'il y a certains qui les cachent très bien. Vous avez c'est un peu de théorie naïve pour expliquer les phénomènes que d'autres manières elle peut pas s'expliquer parce que c'était soit ça, soit elle avait une espèce de GPS qui l'amenait direct vers les 3% de la population, et ça, c'était très difficile d'imaginer. Moi, j'ai dit 3%, je sais pas si c'est seulement 3% qui tapent, mais bon, bref. Un pourcentage plus petit que tout le monde, on va dire ça au minimum. Bon. Euh, j'ai fait un peu fast forward, j'ai plus vite. Ce qui était intéressant de cette cas, c'est qu'elle a participé à un protocole qui a fini pour être publié, cette étude pilote qui est sur mon site internet aussi, et qui prévoyait donc des séances, puis une pause longue, je pense que c'était des 8 mois. Encore une fois, hein, quand les gens regarderont, ils verront si c'était 7, 9, j'espère, mais un temps, puis de la revoir à nouveau. Et donc, moi, j'ai respecté ça un peu très fortement parce qu'en plus, ça coïncidait avec un temps où j'ai parti du pays directement. J'étais parti aux États-Unis, donc c'était assez facile de ne pas avoir les patients. Et quand j'ai revenu, je les ai revus à nouveau à l'hôpital. Et long story short, pour raccourcir un peu, je l'ai demandé à plusieurs reprises à cette personne. On faisait évidemment ces méthodes, les méthodes de la figure parentale idéale. Mais de temps en temps, dans nos conversations, je lui demandais presque curieusement, presque, je dirais, pas comme psychologue, mais comme personne, j'ai dit, mais vraiment, vous ne connaissez pas un mec qui est voilà, différent et il y avait souvent, les visages s'illuminaient un petit peu, et il y avait en fait je connais un. Mais il est mon meilleur ami et je vais revenir à ce terme qu'il a utilisé, il disait, il est gay. Et en fait, il ne voulait pas dire qu'il était gay dans le sens il aime les garçons, parce que d'ailleurs, il est hétérosexuel. Il voulait dire simplement que pour elle, elle n'était pas attirée vers lui parce qu'il ne ferait pas un peu les machos qu'il était habitué à voir. C'était un peu ça les commentaires péjoratifs qu'elle faisait. Bon.
Donc j'ai lâché à chaque fois les sujets. Je me contentais de me dire, bon, peut-être effectivement ils se connaissent depuis très longtemps. Parfois il y a ce type de liens qui sont un peu comme des frères et sœurs, hein. Mais dans un coin de ma tête, je l'ai gardé aussi parce que c'était pas trop clair. Et donc on a fait ces protocoles, les parents idéaux, gna gna gna, elle a peu quitté les dernières de ces types qu'il a maltraités et resté célibataire, ce qui était déjà une grosse feat pour elle, une grosse achievement, quelque chose qu'elle avait conquis parce que en général c'était presque une chaîne sans fin où il n'y avait pas trop de pause. En fait, on quittait un parce qu'il y avait un autre qui arrivait, qui finalement s'est révélé étant pareil à la précédente. Bon. Donc moi je pars et quand j'y reviens, cette personne revient me voir avec un truc de fiançailles, un nom de fiançailles. Et elle me l'a pas montré, hein, mais je l'ai vu quand elle est rentrée. Moi, je me pris la tête à l'intérieur de moi. Je me suis dit, ah, ça doit être encore une autre. Voilà. Donc, je voulais pas être pessimiste. Donc, j'ai rien dit. On a fait les tests qu'on devait faire, les questionnaires et compagnie. Et peut-être à la fin, j'ai dit à un moment donné, ah oui, donc vous allez vous marier peut-être. Et là, son visage s'illuminait. Il m'a dit, oui, mais peut-être c'est pas ce que vous pensez. Et j'ai demandé un petit peu plus. Et pour long story short, pendant ces temps que j'avais été absent, et cette personne avait resté célibataire, j'avais rapproché un petit peu de cette fameuse amie de l'enfance. Et des choses qu'il avait toujours fait, hein, donc ça, son comportement lui n'avait pas changé. Mais du fait que les câlins, la proximité physique, le fait qu'il était gentil, qu'il était tendre, tout ce qu'elle avant elle appelait de manière péjorative, etc. D'un coup, elle aimait ça parce que maintenant elle était habituée, elle avait les sensations physiques qui vont avec, qu'on avait expérimenté pendant ses visualisations, et quand le X s'est rapproché, et elle a mis ça en offre, entre guillemets, il a offert ça à elle les connaissait désormais, ce type de sensations, et elle les aimait, donc elle a resté. Et il paraît que, voilà, ils se sont rapprochés comme ça, je me souviens pas trop, mais je crois qu'il y a un jour, ils ont vu un film, ils ont resté ensemble, ils ont dormi ensemble, il s'est passé un truc, et une relation a commencé, et bon, ça nous a mené, hein, que le mec l'avait proposé, voilà. Et un truc comme ça. Et pour moi, ce qui était très fort de cette expérience, c'était justement, c'est sympa que tu m'as posé la question parce que ça revient au début presque au début de cette podcast d'aujourd'hui, c'était une chose physique qui avait changé. Quand elle disait ce terme qu'elle utilisait, quand elle parlait mal de cette personne au début, c'était presque comme si, en fait, ce qu'elle voulait exprimer, c'était un dégoût qu'elle avait, un dégoût physique, qui ensuite elle essayait d'expliquer de différentes manières, plus ou moins maladroites. Mais les manières et les choses qu'elle disait, c'était pas les problèmes en soi. C'est-à-dire, vous aurez pu me mettre à discuter avec elle. Mais qu'est-ce que vous appelez ça? Moi, non, en fait, non. Hein, ça n'aurait rien changé. Ce qu'elle sentait, c'était un dégoût. Elle n'avait pas d'attirance. Elle se sentait pas sexuellement curieuse. Et ça, voilà, rien du tout. Et comme par hasard, après les sentir pendant des mois et des mois, certes, et avec une certaine intensité, ces sensations liées à l'attachement secure, ces mêmes comportements, ces mêmes stimuli, la même personne. Qui en plus, c'était intéressant parce que c'était quelqu'un qui connaissait depuis très longtemps. C'est pas, il y avait le niveau de nouveauté, c'était zéro. C'était pas un nouvel, vous savez, tu sais, une nouvelle personne qui est peut-être. Oui, oui, c'est ça. Non, non, c'était la même personne dans la même situation, avec les mêmes gestes et les mêmes comportements. Tout ce qui avait changé, c'était les récepteurs. Les émisseurs, c'était les mêmes. Donc là, on avait un exemple très précieux. Pour moi, c'était très précieux. C'est pour ça que j'ai parlé beaucoup de cet exemple pendant des années, d'une transformation, de l'attirance presque. Qu'est-ce qui nous attire? Qu'est-ce qui nous fait vibrer, comme on dit parfois? Qu'est-ce que les corps cherchent en quelque sorte, hein? Et ça, c'est une transformation produite dans des quelques mois de travail avec cette méthode. Comment c'est anecdotique, hein? On a commencé cette émission en disant Federico, mets-toi les casquettes cliniques. J'ai aussi une casquette de chercheur, j'ai fait de la recherche, j'ai deux doctorats, j'ai un doctorat en psychologie, un doctorat en informatique. Donc je sais faire de la recherche et les faits des chercheurs, ils seraient en face de moi en train de dire oui, mais ça c'est anecdotique, ça c'est une fois. Et tu sais pas s'il y a des facteurs confondants, peut-être il y a bon, tu connais tout ça. Donc très bien. Et c'est pour ça aussi que j'ai essayé de faire un étude pilote qui est un peu plus sérieux, même s'il n'y a pas des contrôles. Et j'ai même des idées, ça serait pour une autre émission, de comment on pourrait faire vraiment une étude contrôlée de cette méthode. Mais en l'occurrence, je reviens à mon rôle de clinicien pour cette émission, c'était très très fort. Et c'est assez spécial de se dire, comme je te disais par rapport au trauma, finalement, on n'a pas besoin de tout refaire
Tu vas parler des papas, maman, l'histoire et tout tourner. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de valeur à les faire, et peut-être c'est très intéressant pour elle, et ça reste de les faire après. En tout cas, pour changer les comportements spécifiquement liés à l'attachement qu'elle avait, ça suffit de faire ça. De la bombarder, si tu veux dire, hein, avec des émotions positives, des sensations viscérales positives, un cluster nouveau de sensations liées au fait d'être vraiment prise en charge, vraiment aimé, apprécié, valorisé, sécurisé. C'est ça, mais avec l'attachement, on vient vraiment toucher une corde qui est que l'attachement vient montrer vraiment que la plupart des choses qui viennent guider l'entièreté de notre perception consciente, des choses sur lesquelles on a l'impression d'avoir un contrôle, pour la plupart ont vraiment une base physiologique, une base physique dans le sens propre, qui nous dépasse complètement. Et qu'en fait, la plupart des choses, d'ailleurs, on le dit souvent, la conscience est le dernier à savoir. Et du coup, la plupart des choses, ce qui se passe, c'est qu'elle est juste constamment en retard et qu'on essaie juste de justifier le train qui est déjà parti. Et ce que tu dis, je trouve qui est plus large que l'attachement. C'est-à-dire que ce que tu dis est une vérité, à mon sens, qui va au-delà des. C'est pas seulement pour le domaine de l'attachement, c'est, tu es en train de dire, selon moi, une vérité psychologique. Que ça, je pense que beaucoup de, même s'il y a une partie de l'audience qui s'en fout de l'attachement, euh, je les conseillerais de, ok, on fout toi de l'attachement, mais ne t'en fous pas de ce qui vient de dire Corentin, parce que au-delà, ok, peut-être tu ne crois pas à les trucs de l'enfance, de l'attachement, etc., mais au moins, garde l'esprit ouvert à la possibilité de que les, cette idée d'une espèce humaine qui serait énormément supérieure aux autres, complètement différent parce que nous, on a cette pensée consciente qui nous permet de choisir, c'est vraiment de n'importe quoi. Ça serait super sympa, ça serait le cas, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et déjà, on parle même pas de visualisation, même l'étape 1000 fois précédente qui consiste à se dire, ah tiens, je sens des choses et je viens de connaître un tel, même dans notre contexte, au travail, admettons, et je sens un truc dans mon ventre, il y a un truc bizarre dans ma poitrine depuis tout à l'heure, depuis que je lui serré la main, et j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est. Et j'ai envie de l'expliquer en disant que il est un connard, je vois quoi. Mais en réalité, j'ai aucune idée, je connais pas cette personne. Mais je sens ça. Déjà, si on peut faire avoir cette humilité, je sais pas si c'est humilité, mais de connecter avec ces sensations, de dire, ah punaise, c'est vraiment très fort ce truc que j'ai, et qu'on a tous. Et ça dicte énormément ma capacité, parce qu'on va pas avoir le même geste avec cette personne, qui est une autre qu'on a connue le jour d'avant, qu'il y a des moments qu'on a connus, au contraire, tout s'est décontracté, on s'est senti à l'aise, les épaules ont tombé, tu vois ce que je veux dire? Donc, certes, ça a une implication énorme pour l'attachement, mais cette prise de conscience de qu'on est, comme je disais la dernière fois, un peu rigolant, un peu non, des animaux avec un néocortex collé dessus, donc il nous permet de faire deux, trois tricks que les animaux ne peuvent pas faire, mais pour le reste, on est assez similaires. Moi, je trouve que ça rapproche plus de la vérité, même si c'est une blague, que cette autre vision où on serait vraiment un truc complètement différent, tu vois, où nos émotions ne nous produisent pas, comment dire, on les tient à distance, c'est nous qui avons choisi qu'est-ce qu'on fait. J'aimerais bien, mais je crois pas un seconde. Déjà, on le voit avec, par exemple, le travail d'Antonio Damasio, avec le fait que les personnes qui ont un PET au cortex dans la région qui fait l'accord avec les émotions sont incapables de prendre n'importe quelle décision dans leur vie, même ne serait-ce que juste quand est-ce qu'ils vont prendre rendez-vous chez le médecin et de trouver une date. Parce qu'en fait, ils passent leur temps à peser le pour et le contre, mais pour toutes les choses qui n'ont aucune importance. Donc, ça veut dire que dans la décision de est-ce que je vais choisir jeudi ou vendredi pour mon rendez-vous chez le médecin, ils vont prendre en compte le temps qu'ils vont mettre à faire leur lacet ou n'importe quoi. Parce qu'en fait, c'est comme si les émotions mettaient un poids à ce qui va être important dans la décision. Et là, c'est comme si tout devient aussi important, tout ce qui est insignifiant devient aussi important que ce qui est majeur et du coup, incapable de prendre n'importe quelle décision dans leur vie. C'est un super exemple, ce que tu viens de donner. Et je vais citer les grands philosophes grecs, Mark Zuckerberg. J'ai toujours que je prends pas ces mecs au sérieux en règle générale, mais il a dit une chose récemment, une chose que j'ai trouvé super intéressant, qu'il a dit, on a passé des années à croire justement, peut-être des millénaires, ou des centaines d'années en tout cas, à se dire que justement ce qui nous différencie des animaux, gna gna, ce qui nous est spécial, bla, c'était cette pensée qu'on a et tout. Bon, si ça c'est vrai, on a déjà aujourd'hui, depuis un an et demi, des LLM qui sont plus intelligents que la moyenne, hein, et qui sont capables des niveaux de communication que beaucoup d'ados n'en sont pas capables. Est-ce qu'un de ces LLM
LLM, pour ceux qui ne savent pas, les Large Language Models, les modèles grands des langages, l'intelligence artificielle, quoi. Est-ce qu'un de ces modèles, pourtant, s'est réveillé, ou est-ce qu'un d'eux a commencé à prendre des décisions, ou est-ce qu'un d'eux, en fait, non. Donc ça veut dire que cette histoire de l'intelligence, de la communication, le langage, tout ça, intéressant comme il est, et il l'est, en soi, n'explique pas grand-chose. C'est ça, et puis il faut souligner le fait que notre cerveau c'est 20 watts et que c'est encore un mystère de comment est-ce qu'on arrive à faire autant de computations avec si peu de puissance. Voilà. 20 watts c'est beaucoup moins Voilà, que, voilà, je sais pas, la voilà. moindre puce électrique. Enfin, Ouais. c'est vraiment, c'est rien du tout en termes de puissance par rapport à la capacité. Et c'est parce que on ne sait comment, mais il arrive à faire avec très peu de puissance des calculs immenses et trouver des raccourcis à la manière. Et j'ai bien aimé, ça va nous faire la transition vers la partie un petit peu méditative que tu apportes dans ta pratique. Tu parlais juste avant qu'on fasse la parenthèse sur les émotions, que justement, là, on a une sensation qui arrive dans le corps et qu'on va attribuer. Tu disais, par exemple, on va dire, ah, mais oui, c'est un connard, parce qu'on avait cette sensation après lui avoir serré la main ou quoi que ce soit. Et tu as invité justement, plutôt que de sauter tout de suite sur la conclusion et de partir avec, de se poser un petit temps et de s'interroger, d'avoir une attitude curieuse envers cette sensation et de se dire, qu'est-ce que c'est, peut-être pourquoi est-ce qu'elle a émergé, d'où est-ce qu'elle vient. Et je trouve que la méditation, c'est un petit peu l'outil par excellence pour ça. Et donc, je me demandais, comment est-ce que tu introduis la méditation dans ta pratique clinique? Comment est-ce qu'elle peut peut-être aider pour les styles d'attachement? Enfin, comment est-ce que tu vas... Parce que ça, c'est typiquement un outil que les gens peuvent utiliser chez eux. Donc, comment est-ce que tu vas la présenter à tes patients pour qu'ils l'utilisent pour repérer leur pattern d'attachement, tout ça, puisque ça va permettre de prendre conscience derrière de beaucoup de choses. Donc, tu me permets, avec cette question, de dire deux choses. La première, c'est que j'ai oublié de mentionner que c'était très important d'ailleurs, parce qu'on a martelé que pour changer les styles d'attachement, il faudrait créer d'une manière ou d'une autre une sorte de situation similaire à celui qui, dans l'enfance, a créé une sensation d'attachement, c'est-à-dire une visualisation, c'est une moyenne parmi d'autres, qu'il fallait répéter beaucoup. Et donc, j'ai oublié de dire comment on fait ça, parce qu'évidemment, les gens ne vont pas prendre rendez-vous avec un psychologue tous les jours de la semaine, 24 sur 7, c'est pas possible. Et donc, comment on fait? Donc, ce qu'on fait, c'est un enregistrement audio qui va permettre, on ne fait pas ça les premiers jours, mais dès que la pratique fonctionne et qu'il y a une certaine maîtrise, si je peux dire ça, de la situation et qu'il n'y a pas de risques, donc on enregistre cette séance, pas de la séance entière, mais les 15 minutes de la visualisation en audio. On donne cet audio à la personne, un audio qui est customisé pour cette personne, donc qui contient un peu les éléments qu'on a pu repérer, qu'il fallait enlever, ajouter, etc. Et on demande à la dite personne de les faire autant que faire se peut. Autant que faire se peut reste vague, mais en général, ça se transforme en tous les jours, une fois par jour minimum. Ça veut dire que ça devient assez intense. Parce que tous les jours, il va se passer plein de choses dans la vie de chacun, mais il va avoir cette constante qu'à un moment de la journée, souvent les mêmes, parce que les gens en général, ça devient un peu une espèce d'habitude, souvent avant de se coucher d'ailleurs, il y a ces moments où on se retrouve dans cet espace de sécurité, où on se sent apaisé, où on se sent qu'on a des parents qui nous admirent, etc., etc. Et ça va produire ces sensations physiques de base avec lesquelles on va s'endormir ensuite et continuer. Donc, tout ça pour dire brièvement que la raison, il n'y a pas de miracle ici. C'est pas que ça marche parce que c'est une méthode tellement différente. En fait, la méthode en soi, elle est un peu maligne. C'est pas moi qui l'a créée. Quand je l'ai eu la première fois, je me suis dit waouh, c'est intéressant. Mais je pense qu'on pourrait inventer d'autres. Ce qui est un peu la caractéristique, selon moi, elle a fait marcher si vite, c'est que un, elle touche là où il faut, et deux, la répétition et l'intensité. Donc, dans l'étude publiée l'étude pilote que je disais tout à l'heure, pareil, les patients, dans ces cas-là, ils les faisaient même 2 fois par jour, même parfois plus. Donc, c'est une espèce de bombe, si tu veux, des sensations physiques positives vis-à-vis de l'attachement, qui vont, dans un temps, à ce moment-là, pas très long, donc peut-être quelques mois, commencer à produire des différences assez fortes et notables. Et donc, maintenant, je reviens à ta question, désolé les retours, de la méditation un peu comme un outil plus direct. Moi, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais pas parler trop de ça, mais j'ai fait quand même beaucoup de méditation. J'ai même habité dans un monastère plus ou moins pendant 1 an et demi. Mais je me formais beaucoup au bouddhisme tibétain et d'autres. Et là, aujourd'hui, de tout ça, ce qui reste dans ma pratique clinique, c'était un peu ta question. Il y a plusieurs choses, mais la chose la plus habituelle, ça va être des cas où je me trouve face à quelqu'un qui a des problèmes de régulation émotionnelle, dont ce n'est pas tout à fait clair qu'il soit lié à un problème d'attachement, ou
des cas particuliers où j'ai pu suspecter qu'il peut l'être, mais où les soucis en question est tellement intense et urgent, admettons, mais c'est un exemple parmi d'autres, quelqu'un qui a des problèmes avec les anger management, donc le management de la colère, et que déjà a eu des épisodes de violence, et donc voilà, a peur de les avoir à nouveau. Donc, même si la pratique des parents idéales, elle est très rapide et très efficace et tout, admettons que je suis face à cette personne en question et que je ne suis même pas convaincu encore que la personne a pris un attachement, je suspecte, mais je suis pas sûr. Mettre en place ces protocoles pendant un certain temps, je me dis non, je dois faire quelque chose plus rapidement pour cette personne. Donc là, souvent ça se m'active un peu la petite lumière, voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est un travail que je pense que ça mériterait on ira en détail peut-être une autre fois, donc aujourd'hui je parle brièvement, mais c'est un travail si tu veux, il y a quelques instants tu as dit, d'abord c'est moi qui l'ai dit et tu l'as répété, cette image, non, d'être peut-être au travail, ou peu importe où, serrer la main de quelqu'un, ou simplement voir quelqu'un et avoir une sensation physique très forte au point qu'il pourrait déclencher des comportements néants, et d'avoir cet état d'esprit, cette lucidité, de temps en temps, de s'arrêter et de presque le voir en caméra ralentie. De voir ces pulsions, ces trucs apparaître en caméra ralentie, et à la place de se laisser emporter pour ça, de l'observer. Toi, tu as ajouté même, et je lui donne de la valeur, pas seulement l'observer un truc comme un truc froid à l'extérieur, sinon même c'est soi, alors c'est une partie de soi ça, donc on peut comme un device, comme un gadget, l'extérioriser pour le regarder, qu'on appelle les témoins, et c'est certains types de méditation pour ça, mais il faut pas oublier qu'in fine, c'est pas vrai. Parce que la réalité, c'est que ces trucs est tout sauf loin de nous. Si on devrait définir qu'est-ce que c'est toi et qu'est-ce que c'est ça, je pense que ça, c'est plus toi que toi. Tu vois ce que je veux dire? Ces sensations physiques sont plus légitimes que la pensée qui dit qu'elle n'est pas légitime. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est bien de faire ce distinguo des témoins et l'objet. Donc ça me permet justement de clarifier un petit peu la pratique que j'ai faite dans ces cas-là. Donc je te la schématise très rapidement, et encore une fois, je n'ai rien inventé, en tout cas pas ça. Ça vient des autres, un autre mentor qui s'appelle Robert Augustus Masters, c'est un psychologue des Canadiens, qui est, comme tous les psychologues, un expert un peu en tout, mais il y a quand même ses expertises qu'il aime le plus, et un, c'est anger management, donc gestion de la colère. Et il est très, très, très bon pour ça, selon moi, un des meilleurs. Et donc, dans ce travail par rapport à la colère ou d'autres émotions fortes, il y a cette idée d'abord commencer par sentir ces sensations dans le corps. Bon, là, on est dans la scène où on vient de serrer la main, il a senti les trucs. Admettons qu'on peut aller dans un bureau et être seul, et on reste avec cette sensation physique, admettons dans les ventres, c'est un exemple. Hein. Et donc, on commencerait avec un thérapeute, le thérapeute nous demanderait des questions, certes, un peu, comment dire ça, paradoxal, tel que quelle est la couleur de cette sensation, quelle est sa forme, etc. Je dis paradoxal parce qu'il pourrait dire, bon, cette émotion n'a pas de couleur, mais c'est pas grave. C'est en fait des gadgets qu'on fait pour que l'attention soit augmentée. Et en fait, à fur et à mesure que l'attention se focalise de plus en plus pour répondre à des questions, tous les autres objets de la conscience vont perdre sa puissance, et cet objet de la conscience, donc cette sensation physique, va devenir de plus en plus fort, jusqu'à pouvoir l'examiner de plus en plus. Et là, et je reviens à cette idée de cette sensation, finalement, c'est plus toi que toi, c'est des paradoxes que j'ai mis tout à l'heure, je vais inviter les patients à rentrer dans cette sensation, c'est-à-dire à ne plus justement la regarder comme quelque chose en face, distant, etc., sinon de rentrer, un peu comme on peut rentrer dans une piscine, en plutôt, quand tu coupes la surface de l'eau, elle est absolument 360 degrés partout. Et donc la sensation, donc c'est vraiment un truc qui est très fort comme expérience, et de pouvoir la respirer et rester à l'intérieur avec une série d'instructions qui permet de survivre à ça sans que ce soit trop fort, sans que ce soit sans que ça produise des débordements, mais qui permet au contraire, et même j'ai fait ça même avec des personnes qui avaient je me souviens une personne en particulier qui vient me voir pour des crises de panique hyper fort et tout, et qui avait des doutes, parce que j'ai toujours commente l'exercice avant de le faire évidemment, et avait des doutes de si ça allait déclencher une crise, et j'ai dit bon, on fait comme vous voulez, mais faites-moi confiance. En tout cas, j'ai fait ça avec de nombreuses personnes qui ont des problèmes, mais non, ça n'a pas déclenché ça, c'est même pas possible en fait, en l'occurrence.
si c'est bien fait. Et je devrais dire ajouter un astérisque là parce que je m'entends parler, je me dis c'est un peu comme si j'essaierais un mec qui saute en parachute, les gens sont en train de m'écouter, ils vont commencer à sauter parachute des bâtiments en Iran. J'ai entendu un podcast qui disait qu'il fallait rentrer dans l'émotion la plus difficile. Bon, ne faites pas de tout ça seul, sans un guide, parce que vous pouvez rentrer dans la caca le plus absolu. Parce que si je suis en train de dire depuis le début de la première chapitre que notre corps et ses sensations sont quelque chose à ne pas sous-estimer, ça va dans tous les sens. Ça va dans les sens bons et mauvais. C'est-à-dire qu'effectivement, nos émotions, il y a une raison peut-être pour laquelle plusieurs d'entre nous ont pris distance, sont séparés cognitivement des émotions, c'est parce qu'ils sont parfois comme une tempête. C'est une tempête dans le sens littéral, avec des vagues, des tsunamis et des machins. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il y a effectivement des bons moyens de rentrer en contact et de même arriver à être en paix à l'intérieur de cette tempête. Mais je veux dire que pour cela, il faut au minimum un guide. Sinon, sincèrement, ça peut être pas une bonne idée, quoi. Mais en tout cas, revenons à ta question, est-ce que tu fais la méditation? Donc, je vais guider les personnes à pouvoir, en quelque sorte, habiter profondément ces sensations, ces émotions difficiles, jusqu'à qu'elles deviennent quelque chose qui ne pose plus, ne font pas peur. Et donc, comme ils font plus peur, et qu'au contraire, qu'on peut rester dedans et respirer dedans, et j'ai envie de dire vivre dedans, même si on va pas faire ça, mais vivre dedans, c'est-à-dire ne pas avoir la sensation il faut que cet exercice finisse tout de suite parce que sinon, non, si je pourrais rester ici autant que j'ai envie, quoi. Parce que c'est une partie de moi. C'est un peu pour moi comme avoir une maison, une grande maison. Bon, si on a la chance d'avoir une grande, si quelqu'un a la chance d'avoir une grande maison, d'avoir une chambre dans laquelle on peut pas rentrer, quoi. Et si quelqu'un nous demande, oh non, non, ces chambres-là, on rentre pas, non, non. Voilà, c'est pas vraiment ta maison, alors. Si c'est ta maison, tu peux rentrer dans toutes les chambres. Donc ici, c'est un peu ça. C'est de vraiment pouvoir s'approprier, mais, et aussi, ça aide à développer une orientation. J'ai dit parfois un peu, l'autre jour, je parler de ça pour la première fois à quelqu'un, un peu comme un tournesol. C'est-à-dire que quand vous sentez une émotion, tu sens une émotion, même les plus difficiles, tu regardes vers ça, pas contre. Donc elle est jamais derrière, elle est toujours devant. Et donc ça permet. Bon là, je démine un peu abstrait, je risque de perdre une partie de l'audience et aussi voilà. C'est compliqué ce que je parle, mais c'est une réponse, une tentative de réponse à ta question. Je vais revenir sur un point que j'ai bien aimé, ton analogie, avec le fait que c'est plus réel finalement cette sensation que les pensées. Parce que c'est vrai que la plupart des gens vivent leur expérience quotidienne dans une sorte de dualisme cartésien constant avec un sujet qui regarde les objets de son quotidien, que ce soit la vision, les perceptions, que ce soit les sensations dans le corps. Et c'est encore plus vrai que les sensations où c'est vraiment quelque chose que, ah, il se passe ça dans mon bras, mais on a toujours ce dualisme implicite à tel point qu'on peut se dire que, ah bah tiens, j'aimerais bien avoir le corps de telle personne tel jour, comme si Alors, on avait notre ouais, pensée qu'on pouvait, qui était différente de notre corps. ouais. Et donc, c'est vrai qu'il faut vraiment venir rompre cette partie. Et je pense que c'est un petit peu ce que tu fais quand on plonge vraiment dans une émotion, comme tu dis qu'elle vient nous entourer, elle devient tout autour de nous, on est au cœur. C'est vraiment qu'on vient rompre cette notion de sujet qui regarde cette émotion presque. C'est le sujet devient l'émotion. C'est on revient à une fusion à ce qui est vraiment de base. On vient rompre cette illusion d'un sujet qui regarde les objets. Et donc, je pense qu'on pourra rentrer peut-être plus en détail dans un autre épisode, qui sait, sur tous ces bénéfices de la méditation, le non-dualisme, etc. Mais pour cet épisode, je voulais savoir, parmi tous les styles de méditation que tu as pu essayer, donc il peut y avoir du coup les méditations non dualistes, la mindfulness plus classiquement qui vient pas forcément chercher à rompre cette illusion, mais plus juste à regarder ce qui se passe, ou par exemple aussi la méditation, donc la Metta Love and Kindness, je crois que ça se dit en anglais, qui va être justement plus pour essayer de développer de la C'est la gratitude envers les psychologie positive de la personnes. méditation, ça. C'est ça, exactement. C'est que la psychologie positive est à la psychologie, c'est la méta à la méditation. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire. Ouais, voilà, c'est ça. Et je me demandais, est-ce que justement parmi ces méditations, et donc moi je pensais naturellement à la méta, est-ce qu'il y aurait du coup une méditation particulière qui pourrait faciliter la gestion d'une émotion intense et le développement d'un attachement peut-être plus sécure, enfin en tout cas, de développer une attitude plus sereine envers ces questions et ces problèmes. Bah, je vais te répondre à une chose que, je commence par dire que c'est pas pour te faire sentir rien, mais tu poses des très bonnes questions. Et donc, ça génère un truc qui est que je donne des réponses que je n'avais jamais données avant parce que personne n'avait posé la question. Donc, à cette question-là, j'ai envie de te répondre par quelque chose d'un peu, comment dire, peut-être provocatif pour certains, qui est que
à mon avis, comment je te dis ça, je dirais comme ça. Je pense que quelqu'un qui est vraiment secure, et revenons avec l'audience à l'idée que c'est la majorité de la population, hein, c'est pas une espèce de licorne. Non, mais j'ai connu une fois. Même si ça peut sembler pour certains. Oui, voilà, mais c'est objectivement pas vrai, et c'est pas vrai dans n'importe quel pays, parce qu'il y a eu des études sur l'attachement, même au Tibet, même en Afrique, même partout en Amérique latine, où tu t'imagines, et les chiffres, certes, logique, c'est un petit peu différent. Je pense qu'en France, c'est 55%, je me souviens plus, mais ça change un petit peu, mais donc ça suffisamment pour faire des commentaires, ah, regarde, c'est pays plus sécure. Mais grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que la plupart des humains sont sécures, voilà. N'importe où. Voilà. Donc c'est quand même pas un licorne. Mais bon, je reviens à ça. Quand une personne est sécure, je ne suis pas sûr que ces problématiques qu'on discute et que donc on essaye de corriger par la suite se produisent déjà. Euh, Même mon mentor, mon plus important mentor, parce que j'ai eu plusieurs, je vais pas être injuste, mais c'est quand même celui qui était le plus important pour moi. Brown, vers la fin de sa vie, ou peut-être pas vers la fin, mais oui, dans les dernières 10, 15 ans, il est mort en 2018, il pensait de plus en plus que plus les gens devenaient sécures, plus même leur trauma avait tendance à, en quelque sorte, à se résoudre, sans avoir forcément besoin, parfois oui, mais pas toujours, d'un traitement spécifique trauma. Pourquoi? Parce que la régulation émotionnelle a augmenté à tel point que les thresholds, les limites, vous savez, les traumas, on peut imaginer, c'est un peu comme un disjoncteur, que une expérience trop forte arrive, l'électricité est trop forte, dans le disjoncteur coupe, cette expérience, une partie d'elle part hors de l'espace sur lequel l'esprit peut les ramener et les traiter, donc elle reste sans traiter, puis elle essaye de rentrer dans la conscience par la force, et c'est ce qu'on expérimente comme des symptômes. Donc c'est grosso modo quelqu'un qui me frapper la porte, oh, il faut que tu me traites. Et c'est l'effet des différentes manières, écrit par la fenêtre, etc. Et donc ça, c'est les rêves, les cauchemars, les machins. Bon, c'est une explication trop simpliste, mais c'est un peu ça. Et donc, il se rendait compte à fur et à mesure que ces patients qui venaient les voir pour de l'attachement, mais qui avaient des traumas, et qui s'avaient mis d'accord, vous savez, on fait parfois une espèce de contrat implicite thérapeutique, allez, on va faire IPF, le protocole de parent idéal, et plus tard, on dit, on va faire MDR, ou je ne sais pas quoi. Et quand le moment est arrivé, pardon, ok, on passe à la phase 2, on va faire l'MDR, ou je sais pas quoi, en fait, il n'y avait plus de symptômes de trauma, donc il n'y avait plus besoin de faire ça, et de la thérapie s'est arrêtée là. Et parce que c'est entre-temps, qu'est-ce qui s'était passé? Les défenses avaient monté, la capacité de régulation avait monté, les thresholds qui fait que certaines choses restent dehors étaient montées, donc désormais ces choses qui étaient dehors étaient visibles, et donc elles commençaient à rentrer toutes seules. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir un grand cauchemar désespérant, il y avait peut-être un rêve. Je sais pas les terminologies en français, mais c'est les rêves qui ont une finale différente de ce qu'on a connu avant. Donc, par exemple, quelqu'un qui vous persécute dans le rêve, et d'un coup vous tournez de l'autre côté, et c'est vous qui commencez à persécuter. Une chose comme ça. Et donc c'est pas considéré comme un cauchemar, parce que quand vous vous réveillez, vous n'étiez pas dans la pire partie. Et donc des choses comme ça commencent à arriver un peu toutes seules, et la personne commence à traiter par elle-même ces choses. Et ces phénomènes-là qu'il découvrait avec des gens insécures qui devenaient plus sécures, je pense qu'à la base, c'est ce qui arrive avec les personnes qui ont eu la chance d'être sécures dès les débuts. Est-ce que je suis en train de dire, attention, qu'une personne sécure, alors c'est une espèce de super-humain qui n'a pas du tout. Mais c'est simplement que cette capacité de ne pas se diviser entre un esprit qui regarde, une émotionnalité qui ne convient pas, etc. Je pense que en partie vient se produire parce que les premières, admettons que quand on reçoit on est cette corps, et donc l'attachement c'est pas la première chose qu'on vit. Il y a bien des choses avant, mais en tout cas tous ces premiers 1000 jours de l'enfance, si on veut, si les sensations physiques sont insupportables et si on ne nous apprend pas en plus à les contenir, bah, c'est pas très compliqué d'imaginer qu'on va pas vouloir ressentir ses corps physiques par la suite et qu'on va essayer de faire les distinguos, de les mettre aux distances le plus rapidement possible. Donc, l'inverse, c'est vrai. Donc, ma réponse, c'est twofold. C'est, pour les personnes qui sont sécures, je ne suis pas convaincu qu'ils vont avoir besoin de quelque chose de ce type pour reconnecter avec un corps un peu perdu, etc. Parce que je pense que probablement c'est pas le cas déjà. Et pour les personnes qui sont insécures, j'ai plutôt envie, ça tombe un peu bien pour les sujets de podcast, de les inviter à, s'ils ont dans une truc, comme je disais, dans certains patients d'urgence, ou par exemple les mecs ou les femmes, hein, qui ont des
road rage, comme on dit, la rage de la rue, de la route, et qui vont descendre de la voiture et péter la gueule de je sais pas qui et tout ça. Bon, effectivement, là, il faut faire un travail immédiat parce qu'on va pas finir en... Hein. Mais pour les autres, c'est que ce n'est pas si urgent et que c'est une chose qu'on peut se donner quelques mois à traiter. Moi, j'inviterais plutôt, vous pouvez faire des retraites de méditation si vous avez envie, hein, j'en fais plein, mais moi, je pense que le plus utile, c'est d'essayer de remonter la sécurité, c'est tout. Si vous vous sentez secure, par définition, vous allez chercher ça dans votre corps. Et la connexion profonde, cette vient, cette espèce de se sentir intégré, quoi. C'est une partie, je pense, élémentale de la sécurité, de l'attachement. On est attaché, on peut s'attacher aux autres, certes, mais surtout, il y a un attachement, si tu veux, à les parties les plus, je dis parfois dans la visualisation, garde ces sensations dans tes os, garde-les dans tes muscles, garde-les dans tes cellules. Évidemment, on peut pas faire ça et il n'a pas été découvert les méthodes pour garder des trucs dans les os. Mais c'est une manière de dire, c'est vraiment d'ensembler, quoi, d'avancer comme on limité. Bon, je m'arrête là, je sais pas si ça fait sens. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, c'était bien comme réponse. Est-ce que tu pourrais nous dire, pour revenir sur un peu ce qui se passe en thérapie, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les défis les plus fréquents que tu rencontres avec tes patients lorsqu'ils explorent leur style d'attachement? Et comment est-ce que justement, enfin, quels sont les principaux obstacles qu'une personne peut rencontrer, que tu vois, quand une personne essaie de passer d'un attachement insécure vers un attachement sécure? Il y a quelques-uns, quand tu as dit ça, ça m'est venu comme 5 ou 6 à la tête. Donc, déjà, il y a, je commence pour dire deux choses. Un, la plupart des cas, je dirais 9 sur 10, n'ont aucune de ces problèmes que je veux dire, dans mon expérience clinique. Y compris quand j'ai travaillé à l'hôpital, c'était tous des cas, même je travaille beaucoup avec des cas d'inceste, etc., des cas très graves. Et, et même pour eux, les plupart n'avaient pas de problème avec cette méthode. Mais donc, une petite portion des personnes, peu importe l'intensité de leur difficulté liée à l'attachement, vont avoir les problèmes que je vais mentionner tout de suite. Donc, un peu à l'instar de la fille que j'ai décrivée tout à l'heure avec ses tabassés, etc. C'est les soucis de la situation au moment de la consultation. C'est-à-dire que, par exemple, admettons quelqu'un qui est un évitant, qui vient vous voir pour l'être un peu moins, mais qui entre-temps, donc on est au moment de la consultation, est marié avec quelqu'un qui est extrêmement anxieux et que les rendre la vie très compliquée de ces faits. Bon, il faut pas être Einstein pour savoir que un peu le travail qu'on va faire ensemble va être un peu saboté entre guillemets par c'est-à-dire que oui, les parents idéaux vont les transmettre je sais pas quoi et après à la maison ils vont se prendre un truc très fort et après est-ce que ça empêche le boulot? Pas du tout, mais ça nécessite un savoir-faire pour guider, pour faire le distinguo, pour faire la différence. Et pareil, vous savez, quelqu'un vient nous voir parce qu'il y a une grande anxiété, de peur d'être abandonné, tout ça. Et il s'avère que est en train de dater ou même marié avec quelqu'un qui les trompe. Voilà. Bon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec les parents sécurisants, etc. Mais ce que je veux dire, la vie elle-même va l'amener des circonstances très compliquées dans les quotidiens, peut-être même avec plus d'intensité et plus de répétitions que vous avec votre petite visualisation. Bon, voilà. Donc il y a ça, donc la vraie vie, je peux dire, je peux résumer comme ça. Ensuite, il y a rarement, mais ça arrive, des conflits de loyauté. Donc ça veut dire la personne par exemple ouvre les yeux, me dit le truc, et dit je veux pas, je veux pas. Je veux pas parce que mes parents, même s'ils ont eu des choses que j'ai pas aimées, etc. Mes parents, j'ai pas envie de les changer, des choses comme ça, vous voyez. Et tu vois, et de l'expliquer non, mais on n'est pas en train d'échanger d'histoire, ni on est simplement en train de se donner. Et donc pareil, il faut avoir un peu la main, la flexibilité de les orienter d'une manière qui puisse les faire confiance, qu'on n'est pas en train de trahir personne, parce qu'on n'est pas en train d'échanger les passés, ni beaucoup moins. Il y a des métaphores qui aident avec ça. Voilà. Ensuite, il peut y avoir aussi des problèmes plus techniques, de sorte, j'arrive pas à me concentrer du tout, donc j'entends même pas ce que vous dites. À partir de la minute 2, je suis perdu, je suis ailleurs. Là, pour le coup, effectivement, tout ce qui est pratique de méditation, savoir guider une méditation, tout ça aide énormément. Il peut avoir aussi des soucis techniques aussi, des manques d'imagination. Là, pour le coup, c'est la faute de personne. C'est vrai que pour la plupart des métiers, y compris les miennes,
n'est pas entraîné pour utiliser l'imagination plus que ça. J'ai eu des patients, vous savez, qui étaient dans les designs, ou, dessinateurs ou quoi, qui c'est très facile pour eux, ça part dans tous les sens, les détails et tout, ils vous donnent. Bon, mais la plupart d'entre nous, on n'est pas entraîné comme ça, donc parfois c'est très rudimentaire. Oui, je vois maman, papa, mais c'est une figure amorphe comme ça. Bon, il y a des sujets techniques d'essayer de donner des formes à les choses, mais bon, mais en général, il n'y a pas beaucoup de complications, hein, sincèrement. En tout cas, des moins en moins dans ma pratique. Là, j'aimerais partir sur un point. Tout au long de l'épisode, ça a été un petit peu implicite quelle attitude devrait adopter une personne. Je pense que les gens pourront peut-être la déduire de tout ce qui a été dit, des exemples de comportement, etc. Mais est-ce que tu pourrais venir nous la rendre explicite, donc vraiment quelle attitude devrait adopter une personne envers son propre style d'attachement, et est-ce que tu aurais des outils pratiques que du coup ces personnes pourraient utiliser pour repérer et commencer peut-être à changer leur style d'attachement de leur côté? Je ne sais pas s'il y a des exercices, des réflexions que des personnes du coup pourraient entamer seules de leur côté pour peut-être commencer un changement en douceur. Je vais être très soigneux de ne pas me contredire parce que je pense que l'attachement étant, comme j'ai dit, un phénomène de bottom-up, c'est un peu difficile de les changer top-down, donc c'est un peu difficile de les changer en utilisant sa conscience qui est toujours à la ramasse pour changer, bah voilà. Mais sachant ça, il y a quand même quelques trucs un peu tu veux, un peu, pas TCC, mais un peu, oui, un peu des homework, des choses à faire à la maison qui sont des prises et perspectives qui parfois sont aidantes. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui sont, ou en tout cas croient l'être anxieux, préoccupés, etc., un exercice très simple, hein, je pense qu'extrêmement simple et extrêmement puissant, peut être si je le dis de la façon la plus simple, à chaque fois qu'on est face à quelqu'un, en tout cas une relation importante, et que on se retrouve, on se rencontre, on se découvre plutôt, en train d'essayer de voir qu'est-ce que l'autre en face de nous ressent, c'est qui est un geste un peu presque spontané, automatique, voilà, des personnes qui sont anxieuses, des je sais pas comment dire, c'est le nom en français. Rétrogradé. Rétrogradé ou rétro-amené, je veux dire, on va inventer un mot nouvel. De baisser une vitesse, c'est ça? Non, L'idée non, voilà. de changer l'orientation de cette attention vers nous-mêmes. Par exemple, admettons que je suis avec toi, admettons qu'on est des copains et on peut discuter la chose et que moi je me retrouve à essayer de voir qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce que j'ai dit, je sais pas, mais parce que tu me l'as dit pas, donc je regarde ton visage, j'essaie de voir dans tes expressions. Dans les moments que je me découvre en train de faire ça, de ramener immédiatement, comme si c'était un chien qu'on tire des leashes, on tire de la laisse, on la ramène même moi et je me demande qu'est-ce que moi je ressens. Oui, non, mais je veux savoir qu'est-ce que moi je ressens. Oui, mais est-ce qu'il était, et moi? Oui, mais peut-être il était énervé, et je suis énervé ou pas? Et cet exercice qui semble très con, c'est très puissant. Parce que, en général, les personnes qui sont anxieuses, préoccupées, ils ont passé leur enfance pour un souci de survie, à essayer de prédire la prochaine fois qu'ils seraient abandonnés ou que tous les soins allaient être en retrait, on manque. Et pour cela, ils ont augmenté un peu les volumes du monde, les volumes des choses qui viennent de l'extérieur, au détriment de la proprioception, de la capacité de sentir son propre corps. Un peu comme si vous êtes situé dans cette situation où tu as un petit bruit que tu écoutes loin et tu veux vraiment te focaliser sur ça, donc par définition, tu écoutes un peu moins toi-même, quoi. C'est une chose comme ça. Et c'est qui amène à un peu des capacités sympas. Hein. J'avais dit la dernière fois que je pense que les 66% des psychologues sont anxieuses, donc il y a un truc de capacité de sentir les autres, etc. Mais au détriment la proprioception, c'est la capacité de sentir viscéralement son corps. Et donc cette qui est la base de la régulation émotionnelle, c'est la seule porte. Si tu sens pas ton corps, les autres étapes postérieures de la régulation émotionnelle, telles que la modulation de l'intensité, etc., n'existent pas parce que tu peux moduler une chose que tu ne ressens pas. Donc, ou que tu n'es même pas conscient que ça existe. Donc, cette porte à la régulation émotionnelle qui est la proprioception de la sensation de son propre corps est un peu niée parfois pour cette sortie, cette fuite en avant pour sentir l'autre, qui est très beau, hein, parfois il est beau, parfois pas, parfois c'est un geste d'empathie, parfois c'est un geste de contrôle aussi. Mais peu importe. Mais en tout cas, exercice simple pour ceux qui nous écoutent, qui se considèrent ou que l'on les a dit, qui sont anxieuses, préoccupées, etc.
quand on est en train de dire, ah, mais qu'est-ce qui est raison? Ah, qu'est-ce qu'elle a raison? Qu'est-ce que moi j'ai raison? Mais est-ce qu'elle a aimé ce que j'ai, est-ce que moi j'ai aimé ce que j'ai aimé? C'est de ramener à soi, ne vous préoccupez pas de devenir, comment dire ça, trop égoïste, des choses comme ça, parce que généralement, on part déjà de l'autre extrême. Donc, on est en train plutôt de les ramener vers le centre. Hein. Ce serait un peu l'idéal, c'est-à-dire qu'on se sent soi-même et on sent aussi l'autre. Et donc, on prend tout ça en compte pour ensuite. Bon, ça peut être un conseil général qui me fait pas trop peur de donner. Et pour les évitants, hmm. Pour les évitants, je pense que notre fameuse, là pour le coup, ta question par rapport à la méditation devient un peu plus, un peu plus prometteuse parce que je pense que au niveau, si on sort des niveaux des relations, admettons que quelqu'un est évitant et habite dans une île, donc on s'en fout des aspects relationnels parce que de toute façon il n'y a personne. Donc est-ce qu'à ce moment-là, ça produit, il n'y a aucun problème d'être évitant? Non, pas du tout. Il y a plein de problèmes. Même si la personne est seule, elle va jamais rencontrer quelqu'un. Un peu comme je pense à des films, le mec qui s'est fait ami d'un ballon de football, qui est dans une île toute seule. C'est la capacité à sentir son corps qui est le plus important. Bon, bah Federico, juste avant de finir cet épisode, je voulais savoir comment est-ce que on pourrait faire évoluer notre position d'attachement, notre style d'attachement à l'aide de notre partenaire. Donc pour les gens qui seraient dans une relation, donc que ce soit si deux personnes qui ont l'impression d'avoir des attachements insécures ou que ce soit avec une personne qui a un attachement sécure, puisque tu avais dit dans le premier épisode qu'un partenaire avec un attachement sécure pouvait servir d'exemple un petit peu, de modèle et permettre justement avec cette sécurité le développement d'un attachement sécure chez le compagnon ou la compagne. C'est une très bonne question. Je pense que on va se retrouver avec certains cas où l'anxiété ou l'évitement d'un partenaire insécure n'est pas tellement fort qui dégrade la vie de l'autre personne qui serait en l'hypothèse sécure et qui donc va pas se voir forcé à arrêter la relation, etc., etc. Donc la relation peut continuer. Et dans ces cas de figure, effectivement, les comportements, la flexibilité et comment dire, c'est un mot, je sais pas si c'est les bons mots, mais excès des ressources, j'allais dire, c'est pas un excès, mais l'abondance, c'est ça que je voulais dire plutôt, des ressources d'une personne qui est sécure peut les permettre, par exemple, une personne qui est sécure, généralement, après différents jours, mais généralement, on ne va pas avoir trop de difficultés à rassurer quelqu'un qui a peu peur, par exemple, et ne va pas non plus avoir trop de mal à accepter un petit rejet ou un petit froid de quelqu'un d'autre qui est un peu moins sécure que lui, dans la mesure, comme je disais, que ce soit pas trop grave et pas trop fort. Et justement, dans cet acte même, de, en quelque sorte, de garder les liens d'amour, euh, même travers ça, il y a déjà une influence. Si vous regardez un peu, si tu regardes un peu qu'est-ce qu'ils font, ces parents idéaux, ils font dans la visualisation, ils font plein de choses, mais une des choses qu'ils font, c'est que ils sont stables. C'est-à-dire que leur réaction est la même, parce que parfois même c'est la même visualisation en audio, donc c'est le même enregistrement. Que tu sois dans tes pires jours et donc admettons anxieux, préoccupé, stressé, nerveux, je sais pas quoi, ou que tu sois dans les meilleurs jours, super sympa, et que tu donnes tout et tout, les parents, dans les deux cas, ils sont super aimants, ils sont super là, pressants, ils sont capables de t'apaiser. Donc, dans la mesure dont une compagne ou un compagnon est capable de plus ou moins, par ses propres ressources, rester plus ou moins, encore une fois, parce qu'on n'est pas des parents idéaux, on est des gens, on n'est pas idéal, ni des parents déjà. Donc, je vais revenir sur ces points dans 2 secondes. Ni des parents, ni idéal. Donc, déjà, un compagnon, on ne peut pas les demander ni d'être idéal, donc ni d'être tout le temps être pareil, même si on les balance plein de choses qui sont pas sympas. Et aussi, on peut pas les demander non plus évidemment d'être parents. Et là, je profite pour faire une petite parenthèse. Parfois, les gens se posent la question, attends, tu me parles d'un truc de l'enfance, de l'attachement, tu me parles d'un truc adulte, de l'attachement, mais il y a différence, j'imagine, parce que justement, la relation de couple, c'est pas une relation des parents-enfants, etc. Et donc, moi, j'aime bien te dire en effet, il y a plusieurs différences, mais la plus évidente, frappante, c'est justement que dans l'enfance, dans les cas, en tout cas non pathologiques, la directionnalité des caregiving, c'est des parents vers l'enfant et pas l'inverse. Bon, après, il y a des cas où c'est à l'inverse, mais normalement, ça devrait être comme ça.
Tandis que dans le cas d'un couple, les deux vont organiquement, naturellement et spontanément switcher des rôles entre caregiver et comment dire, et celui qui reçoit les soins selon les conditions. Et c'est ça qui rend un couple, si tu veux, c'est ça l'intérêt évolutif d'un couple. On peut avoir toute une série de thèses un peu philosophiques de pourquoi les gens se mettent en couple, tout ça, mais au niveau évolutif, pourquoi les gens qui se mettent en couple ont réussi à vivre plus longtemps et donc passer ça à les prochaines générations, et pourquoi la race humaine, donc, voilà, ce type de questions psychologiques. Entre autres, c'est parce que la co-régulation émotionnelle, la régulation des diades, fonctionne mieux que la régulation d'une seule individu par une simple question statistique. Les chances de que deux personnes soient également mal au même temps existent, mais sont moins. Et donc, si toi, tu arrives au travail, ça s'est passé très mal, mais juste ta compagne, elle va très bien, et donc elle prend soin de toi, et un peu, elle t'aide, elle parle avec toi, elle te fait un café, elle te prend dans les bras, et le lendemain, peut-être c'est elle qui a eu un souci avec une copine, mais pas toi. Et donc, voilà. Et dans la mesure dont c'est plus ou moins, accent sur le plus ou moins équilibré, parce qu'il peut y avoir des périodes où si quelqu'un tombe malade, alors c'est très déséquilibré pendant une période, et ça c'est tout à fait ok. Mais dans la mesure où c'est plus ou moins équilibré, donc on a cette espèce de relation dans lesquelles les deux personnes vont sentir qu'ils sont plus forts quand ils sont ensemble que quand ils sont seuls. Et c'est pas un truc poétique, c'est un truc vrai, concret, pragmatique. Genre, on mesurerait les niveaux de stress de ces personnes quand ils sont seuls, puis quand ils sont en couple, et on découvrirait qu'ils ont moins de temps à passer en stress quand ils sont ensemble, parce qu'ils ont ces capacités de co-régulation. Donc, quand tu reviens dans ta question, quand tu parles d'une couple dont il y a un qui est sécure et l'autre qui ne serait pas, il y a un petit déséquilibre, mais dans la mesure où ça ne soit pas énorme, ça peut tenir dans le temps. Et si c'est le cas, l'effet de la personne sécure sur la personne insécure, c'est certain. Parce qu'il faut savoir une chose. Ça, c'est peut-être un truc très important, je crois. Ici, on ne parle pas justement, c'est pour ça que les mots style, à moi, ça m'a toujours posé problème, même si je la comprends. Mais style, ça nous amène à quelque chose où chacun est différent. Et disons, chaque style est différent. C'est comment dire, style, je m'habille d'une manière, tu t'habilles d'une autre. Les styles des années 80, les styles 90, 90. Ici, on n'est pas, c'est pas tous les sujets. Tous les êtres humains ont encodé dans leurs cellules les besoins et l'envie d'avoir l'expérience qu'ont les personnes qui sont sécures. Sans exception. Tout le monde. Que ce soit caché derrière une barrière de peur d'abandon, que ce soit caché dans une barrière encore plus large des dégoûts parce que ça a fait tellement mal, que ce soit caché dans une barrière de terreur. Mais l'envie, il est toujours de ça. Donc quand tu es en couple dont un est sécure et l'autre ne l'est pas, c'est pas comme si, ah, mais on sait pas qui va faire contagion à qui. Non, évidemment, celui qui est insécure va être plutôt amené à pouvoir éventuellement arriver à avoir ce qu'il souhaite fondamentalement dans ses os, qui est d'être aimé comme, de cette manière-là. Donc, effectivement, chaque fois que les personnes qui sont plus sécures arrivent à les sécuriser ou à les, entre guillemets, je sais pas si les mots c'est pardonner, mais à lâcher prise quand l'autre fait un tout petit peu des manques d'attention, et pouvoir néanmoins maintenir une sorte de stabilité dans l'invitation vers l'attachement, généralement, ça amène l'autre personne à devenir de plus en plus sécure. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Federico pour tout ce De que tu nous rien. as partagé. Ça a encore De été une rien. fois de plus une discussion plus que passionnante. Merci beaucoup. Merci, comme je t'ai dit avant, hein, je te l'ai dit plusieurs fois, tes questions sont tellement bonnes qu'après c'est facile, hein, ça sort toute seule. Donc je te remercie beaucoup de l'opportunité de pouvoir parler à toi et évidemment à les gens qui nous écoutent. Bah écoute, génial. C'était donc un plaisir partagé. Bon, très très bien. Donc je te dis à la prochaine. À la prochaine.